Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, ce ne sera pas une vidéo comme d'habitude. Aujourd'hui, il s'agit surtout d'une introduction. Effectivement, vous allez entendre un nouvel épisode du podcast Life of Ripad. Ce podcast, je l'ai créé en septembre dernier, juste après mon arrivée, parce que je me suis dit que le jour où j'arriverai à m'installer en Afrique, je ferai un podcast qui pourra inspirer et aider d'autres personnes à dépasser leurs freins pendant l'installation ici. Et puis voilà, j'ai fait une pause à un moment parce qu'il y avait une activité de freelance qui se développait et j'avais moins de temps et je voyais plus dans quel sens je devais le développer. Là, à nouveau, je vois qu'il y a un gain d'intérêt par rapport à ces sujets, donc je me dis que je vois à peu près assez clairement comment je vais continuer à le développer. Donc aujourd'hui, je vais vous partager un épisode qui, je pense, est l'un des plus inspirants, l'un des plus touchants, bouleversants que vous allez entendre. Car comme je vous l'ai dit dans mon cas, je pense que mon installation est de l'ordre du spirituel parce qu'elle ne s'explique pas rationnellement, vu que quasiment toute ma famille est en France, que je suis née en France, etc. Mais l'épisode que je vais vous présenter est celui d'un couple dont l'installation ici en Côte d'Ivoire a été la décision de Dieu. Effectivement, c'est Dieu qui leur a dit de venir s'installer ici. Je pense déjà que ça pique ton intérêt, ta curiosité. Ils m'ont partagé leur histoire à 2 reprises, mais touché de l'intérieur, ça m'a remué et je me suis dit mais que j'ai la mission de partager leur récit au plus grand nombre. Donc je suis pas là pour évangéliser qui que ce soit, mais vraiment pour moi cet épisode c'est vraiment un exemple de la puissance de la foi. Et oui, et à quel point elle peut aussi te guider dans la vie, dans des moments de difficulté, et à quel point elle peut être aussi puissante lorsque tu l'intègres dans tes prises de décision et lorsque tu intègres Dieu, en fait, dans ton parcours de vie, dans tes projets, vraiment. Et lorsque tu le laisses au contrôle. Car non seulement ils l'ont écouté, mais vraiment leur parcours aujourd'hui est florissant. Mais bon, je ne t'en dis pas plus, je te laisse écouter. Je te préviens juste sur 2 points. Le premier, c'est que la qualité audio n'est pas au top. Bon, effectivement, les conditions n'étaient pas idéales. Je me professionnalise au fur et à mesure. Et donc, effectivement, tu n'entendras pas très proprement les invités. Et le deuxième point, c'est que c'est en audio. Je faisais pas encore de la vidéo à ce moment-là. J'étais pas prête pour ça. Donc, il faudra surtout te concentrer au niveau de ton ouïe. Et si ça t'intéresse vraiment ces récits-là, et si tu penses que ce serait encore plus appréciable au format vidéo, je suis prête à me lancer le défi d'enregistrer des interviews au format vidéo. Et voilà, tu auras juste à me le dire en commentaire, à me le mentionner. Mais d'ici là, je te souhaite quand même une excellente écoute. Profites-en. Le podcast est disponible bien sûr dans la playlist. Mais bon, là tu vas l'écouter juste ici. Mais les autres podcasts sont disponibles dans la même playlist, tu le verras. Mais tu peux aussi en profiter sur Spotify et sur Apple ou même Deezer. Et oui, vu que je reprends activement le podcast, si tu as un récit à me partager, que tu es installé en Côte d'Ivoire, mais ou ailleurs, ou que tu es ivoirien, ivoirienne, que tu as toujours vécu ici, et que tu aimerais aborder un sujet, partager quelque chose qui nous intéresserait, nous, nouveaux arrivants en Côte d'Ivoire, ou voilà, si tu as quelque chose à partager, quelque chose que tu vis ou que tu souhaiterais parler avec moi, je suis toute oui, je serai heureuse de t'accueillir sur le podcast. Donc, j'ai mis un formulaire dans la description. Remplis-le et qui sait, tu te retrouveras sûrement assez vite à mes côtés. Donc, à très vite, bonne écoute et d'ici là, portez-vous bien. Donc, j'ai jeûné et prié avec une amie pendant peut-être 1 mois et demi, vraiment parler en langue, tout ce qu'il faut pour que la prière soit bien, soit entendue et que moi que j'y crois et que tout se passe bien. Et en fait, c'est Ellie qui a reçu la réponse. C'était ni dans mon plan A ni dans mon plan Z en fait. C'était jamais, et même en vacances, non, je ne voulais pas. C'est-à-dire que ça ne m'a jamais intéressé de découvrir mon pays d'origine. Non, vraiment. Donc du coup, je lui ai dit, écoute, ton père, il serait ravi. Et lui, il me dit, mais non, t'as pas compris. J'ai reçu qu'il faut qu'on aille y vivre. Je lui ai dit, écoute, tu n'es pas concentré, donc concentre-toi un peu avant de me parler. Et en fait, non, en fait. Donc, je commence à pleurer. Je dis, de toute façon, c'est n'importe quoi. On n'ira jamais. Moi, je voulais aller en Grèce, à Valencia, en Espagne, au Portugal. Qu'est-ce que tu vas m'emmener en Afrique et tout? Freelance et formatrice dans la tech. En 2017, à la fin de mes études, je rêve de m'installer en Afrique. 7 ans plus tard, je concrétise ce projet en famille et on choisit la Côte d'Ivoire. C'est officiel, nous sommes désormais Ripat, des afro-descendants qui reviennent vivre sur la terre de leurs ancêtres. Toi aussi, tu en rêves sûrement, mais tu as peur de ne pas trouver d'emploi stable, une éducation de qualité pour tes enfants,
ou des clients pour te lancer comme entrepreneur ou freelance. Eh bien, désormais, tu as à tes côtés Life of Ripat, un podcast où tu vas découvrir le portrait de nombreux Ripat, salariés, entrepreneurs, parents, freelance et j'en passe. Ils vont t'expliquer leur quotidien, leurs sources de revenus, leur style de vie, autant d'informations qui te permettront de passer le pas et venir t'installer là où tout a commencé, en Afrique. C'est parti! Aujourd'hui, je souhaite vous partager un nouveau parcours d'installation en Afrique, en Côte d'Ivoire. Ce partage est vraiment un cadeau, un don du Très-Haut. Et c'est vraiment le cas de le dire, car c'est lui qui a été au contrôle pour guider cette décision de nos invités. Aujourd'hui, je vous partage un parcours où le spirituel est intervenu à différentes étapes clés pour ce couple marié. Lorsque j'ai entendu leur histoire, j'ai été sincèrement touchée. Je me suis dit que je dois aussi faire ce cadeau à mes chers auditeurs et auditrices du podcast. Installez-vous confortablement, restez concentrés pour profiter au mieux de l'histoire d'Anaïs et de Élie. Bienvenue à vous deux dans ce podcast. Merci Elodie, bonjour. Comment allez-vous ? Ça va et toi Elodie, merci de nous accueillir aujourd'hui. Ça va super, on commence encore. Avec plaisir et je suis particulièrement contente et aussi j'espère que ça se passera bien parce que vous êtes mon premier couple du podcast. Mais je tenais absolument à faire ce format et je pense que vous êtes le couple idéal pour commencer. C'est sympa, c'est flatteur. Ouais. On espère ne pas te décevoir, une sacrée pression quand même. Non, ça va très bien se passer. Alors pour commencer, je vais vous demander à tous les deux où vous êtes nés et où vous avez grandi. Moi j'ai grandi, je suis né à Paris, plus précisément à Saint-Cyr-l'École. Ensuite mes parents en avaient marre de la banlieue, enfin de la région parisienne. Du coup ils se sont rapprochés de ma grand-mère pour aller vivre du coup à Angoulême. C'est là où j'ai grandi et donc je suis resté à Angoulême jusqu'à mes 17 ans, jusqu'à partir du coup pour rentrer en centre de formation de football. Sinon j'ai fait toute ma jeunesse à Angoulême. Ok, et tu as commencé aussi le football là-bas. Voilà, exactement. J'ai fait toutes mes classes, on va dire, là-bas. Et toi, Anaïs ? Alors, moi, je suis née à Niort et j'ai grandi à La Rochelle. Et du coup, vos parents, ils viennent d'où ? Enfin, leurs origines ? Alors, nos parents avaient été nés, donc nos pères viennent de la Côte d'Ivoire, plus précisément le mien, Zwenoula. Il est né à Zwenoula, il y a vécu que ses 20 premières années, après il n'est plus jamais revenu en Côte d'Ivoire. Et le père d'Élie, lui, il est né à Monga, donc à Alépé. Et nos mères, elles sont françaises. Donc ma mère, elle est quand même née en Côte d'Ivoire, parce que mes grands-parents, ils étaient colons à ce moment-là. Ma mère est née en Côte d'Ivoire. Elle est toute blanche, toute blonde, des yeux bleus. Et la mère d'Élie, elle est née à Tours. Ok, parce que tes grands-parents, en fait, du côté de ta mère, vivaient déjà en Côte d'Ivoire. Oui, ils se sont enrichis ici, en fait. Pendant 11 ans, ils étaient ici. Et après, ils sont partis, ils sont revenus en France. Oui, après, ils sont venus en France. Mais après, ils sont venus en France, au Louvre. Après, ils sont allés un peu à l'île de Léron. Après, ils sont allés en Tunisie. Après, ils sont vraiment revenus en France, définitivement, à La Rochelle. Et du coup, donc pour tous les deux, quel a été un peu votre parcours académique ? Alors moi, mon parcours académique, tout s'est passé à La Rochelle. J'ai été donc au lycée Jean Dauté, le meilleur lycée de La Rochelle, et avec un très bon retour, mais qui est un lycée extrêmement compliqué, on va dire que un 12 de Balin, c'est l'inverse, c'est un 12 de Dauté, c'est un 19 de Balin, quoi. C'est pour dire à quel point c'est compliqué dans ce lycée. C'est un lycée vraiment qui regroupe tous les élites de La Rochelle. Et ensuite, j'ai fait mes études un petit peu à Poitiers, un petit peu à Tours, et pour finir sur l'école de mode de Paris. Et tu disais que la première école où tu as fait ton bac, c'était un lycée un peu complexe, dans le sens où un peu élitiste, où tu avais vraiment les meilleurs de la ville, c'est ça ? Exactement, c'était hyper élitiste, c'était vraiment, ça regroupait tous les nobles de la Rochelle qui étaient là, donc moi ça me changeait totalement de ma classe sociale de base, mais ça m'a permis aussi de transclasser à ce moment-là. Mes grands-parents sont très bourgeois, mais ma mère, elle, voulait transclasser inférieurement, donc ce qui l'a amené à faire en sorte de s'appauvrir, là où finalement mes grands-parents avaient une belle fortune, elle a vraiment fait en sorte de ne pas en jouir et d'aller même aux antipodes de ce que pouvait être une vie fortunée, mais par choix. Et le fait d'être allée dans ce lycée, ça m'a quand même permis de retransclasser du côté de mes grands-parents
en étant entouré que des meilleurs et que de la classe sociale CSP+, donc c'était intéressant, vraiment très intéressant. Et à ce moment-là, ça permet aussi d'ouvrir les yeux sur plein de choses et notamment l'entrepreneuriat. Donc là, c'était au lycée, mais après, donc sociologie, école de mode, et c'est là où vraiment tu t'es passionnée un peu pour la mode. Non, alors j'ai toujours été passionnée pour la mode et en terminale, j'ai été élue Dauphine Miss La Rochelle. Et donc c'est là où la vraie aventure avec la mode avait commencé, avant même d'avoir le diplôme, etc. Et donc lorsque j'ai été Dauphine, là du coup on rentre dans une carrière de mannequinat directement, qui dure sur l'année du règne, et avec les Miss, etc. Toute formation liée à la communication non verbale, etc. Et donc du coup là à ce moment-là, vraiment l'aventure avec la mode avait commencé, et avec la communication non verbale et l'image en général. Et c'est après où j'ai voulu faire comme mes copines, donc j'ai fait sociaux à Poitiers. Ça m'a saoulée, je suis finie par faire psycho à Tours. Ça m'a saoulée aussi et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je continue pas dans ce que j'aime? Et ensuite, j'étais perdue un peu. J'ai fait un CAP esthétique et après, j'ai repris mes études dans une école de mode. Et toi, Ellie, du coup? Alors moi, de mon côté, j'ai un parcours assez classique. Quand j'étais petit, j'étais passionné un peu de tout. Je m'intéressais à tous les sujets, aussi bien les insectes que la nature et principalement du coup le football. C'est là où j'étais le plus doué. J'ai eu une scolarité assez classique, mais j'étais toujours impliqué dans ce que je faisais. J'aimais bien écrire des livres. Je m'intéressais à des sujets assez improbables. Et après, arrivé au collège, par contre, là, j'étais vachement frustré parce que je me suis rendu compte que c'était plus axé sur le côté discipline. Et j'arrivais pas trop à rentrer dans ce cadre-là. J'étais un élève assez moyen. J'ai eu mes diplômes, brevets, etc. Et ensuite, je suis arrivé au lycée. Donc là, il y avait plus de liberté. Là, je commençais plus à m'éclater. Mais bon, je me dispersais un petit peu. J'arrivais pas vraiment à me prendre de passion pour une matière plus qu'une autre. Et c'est là aussi où j'ai commencé à intégrer aussi le sport-études. Donc entre le collège et le lycée, j'ai intégré le sport-études. Donc je m'entraînais tous les jours et puis on va dire que je consacrais le moins de temps possible à l'école. Et ensuite du coup j'ai eu mon bac. En cours d'année de terminale, j'ai signé en centre de formation. Donc du coup à partir de là, j'étais dans une classe assez restreinte puisqu'on était cinq élèves et c'était les professeurs qui venaient en fait nous faire cours. Ils se relayaient. Et du coup, ça m'a permis de combler un peu les lacunes que j'avais accumulées au lycée et puis de pouvoir avoir mon bac tranquillement à 17-18 ans. Après, du coup, j'ai arrêté les cours parce que je pouvais pas tout cumuler entre le foot et les études. J'ai repris sur le tard ensuite. Ok, donc à la fin des études, tu commences une formation footballistique et toi, Anaïs, tu sors en école de mode. Et après ça, un peu, c'était quoi vos premières expériences professionnelles? Alors ben moi, ma première expérience professionnelle, du coup, c'est un contrat de foot. J'étais encore au lycée, j'avais 16 ans et demi, 17 ans, et je jouais en équipe première dans ma ville à Angoulême. Et donc, tout de suite, le président m'a approché pour du coup nous proposer un petit quelque chose, enfin une rétribution financière. Donc moi, pour moi à l'époque, ça représentait une petite fortune puisque j'étais chez mes parents, alors que en réalité c'était rien du tout. Ils nous proposaient 100 euros. Et du coup moi en fait naïvement je lui ai dit non mais moi écoutez moi l'argent ça m'intéresse pas tellement tant que je peux jouer au foot. Et du coup il m'a dit non mais pour toi du coup ce sera 50 euros. C'est là où j'ai compris que dans le foot, faut savoir se taire aussi des fois. Mais ma première expérience, c'était dans le foot et c'est ce que j'ai fait pendant 15 ans. Ok, donc oui, donc tu es footballeur professionnel. Alors à l'époque, non, mais c'est ce qui m'a permis de connaître déjà le monde du travail, on va dire. Tu jouais en club? Oui, alors en fait, footballeur professionnel, c'est un statut. C'est un statut. Après, on peut gagner de l'argent sans avoir le statut professionnel. Là, à ce moment-là, j'avais un statut amateur, mais je gagnais de l'argent quand même par le biais du football. C'est après que tu as eu un statut. Et toi, Anaïs, c'était quoi un peu tes premières expériences professionnelles? De manière générale, c'était les Miss quand j'avais 17 ans en terminale. Et après l'école de mode, j'ai ouvert directement mon entreprise. Ah bon, ok, super. C'est une entreprise de quoi? Entreprise de conseil en images en France.
J'avais commencé là-bas. Ensuite, quand on est parti, j'ai fermé mon entreprise et je l'ai réouverte ici. Mais j'ai changé un peu le nom. Bon, vos situations professionnelles, on l'a compris, vous êtes mariés. Mais alors, dites-nous, parce que moi, vraiment, ça m'intrigue. Je me dis, mais alors, Ellie était footballeur. Donc, si j'ai bien compris, tu étais aussi à Angoulême, c'est ça? Quand tu as commencé? Oui, quand j'ai commencé, oui. Anaïs, tu étais dans Niort, enfin, près de Bordeaux. Quand est-ce que vous êtes rencontrés? Moi, j'étais à La Rochelle j'ai grandi vraiment à La Rochelle. Je suis née à Niort, mais j'y suis restée que mes 10 premiers mois. Notre rencontre, elle est assez incroyable. C'était donc lorsque j'étais du coup dauphine, j'avais un défilé dans la ville où jouait Ellie. Et en fait, c'est un défilé qui a lieu tous les 2 ans. Et il y avait plus de 30 000 personnes recensées. Pile à ce moment-là, évidemment, c'est l'endroit où il faut que je m'arrête. Et alors, j'ai vu énormément de personnes ce jour-là. Mais à ce moment-là, je m'arrête, parce qu'on, c'était la consigne, on devait s'arrêter là. Je fais le fameux salut que font les Miss et je me tourne. Et en fait, en me tournant, je vois Ellie. Je sais qu'il y a plein de monde autour de lui, mais je me rends même pas compte de qui il y avait. Alors maintenant je sais que c'était ses copains, mais sur le moment j'ai vu que lui. On s'est regardé. Donc j'ai dit à ma copine qui était donc la Miss, je lui ai dit regarde, regarde, et tout ça vraiment en continuant à sourire et à saluer. Hein. C'était un sport. Je lui ai dit regarde à côté. Le garçon à côté, et puis avec aucune discrétion, a fait où ça, mais vraiment où, mais en cherchant, on voyait que du coup elle recherchait de qui je parlais. Et donc du coup à ce moment-là, vraiment c'était vraiment un coup de foudre. J'ai vu que lui. J'espère qu'il a vu que moi parce que c'était quand même un défilé de toutes les Miss du département, donc il en a vu des femmes ce jour-là. Ce qui était rigolo, c'est que je me suis dit je l'ai vu, il était très beau, maintenant je le reverrai jamais. Et le lendemain, je reçois un message salut, ça va. Donc au début, je panique un peu et je me dis donc là c'est un djihadiste, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il m'a donné l'explication et j'ai été trop bête, mais il a juste tapé Miss La Rochelle sur internet et il m'a trouvé. Et ce qui est fou, c'est que le jour où je l'ai rencontré, c'est le jour où j'ai changé le nom de mon Facebook parce que le comité m'avait demandé de le faire parce que sinon personne n'allait jamais retrouver Anaïs KNT, impossible de me retrouver. Et là, j'avais changé en Anaïs Konaté, mais vraiment le jour, mais sans penser à ça, quoi. Vraiment pure coïncidence. Donc vraiment, Dieu fait toute chose. Grâce à ça, il a pu taper mon nom et prénom et me retrouver sur Facebook et m'envoyer un message sur Messenger. Ah oui, donc en fait, c'était le moment, en fait, t'avais qu'un moment pour le voir, quoi. Et c'était ce moment-là. J'avais qu'un moment. Ouais. Et il a su qu'il m'intéressait parce que je me suis retournée en plus. J'ai réussi à faire tout ça. Vraiment, moi-même, je suis choquée. Et après, quand on s'est parlé, il m'a dit que lui-même, il était moitié-moitié ivoirien français. On n'a pas la nationalité, mais nos origines, français ivoirien. Enfin, c'était trop rigolo, quoi. Et puis, la cohésion, elle s'est faite directement. On a été hyper fusionnels au bout de 3 minutes. Waouh. Dès le début, ça commence fort. Ok. Peut-être que Ellie, c'est vrai qu'on a rarement le point de vue masculin. Tu veux nous dire quelque chose? Tu veux ajouter quelque chose? Écoute, là, c'est vrai que c'est la version d'Anaïs, mais moi, je la rejoins, en fait, moi, j'avais une vie assez dissolue, il s'est passé des choses, tu vois, entre Angoulême et notre rencontre. Entre-temps, j'ai signé à Châteauroux, je suis devenu footballeur professionnel, j'avais une vie, vraiment, de débauche, on va dire. Je pensais à m'amuser, j'avais pas vraiment de copine. J'étais jeune, je gagnais de l'argent, je jouais dans des stades dans lesquels j'aurais jamais espéré. Et pourtant, il me manquait quelque chose. Je sentais que j'étais pas heureux. Et en fait, après, très vite, ma carrière, elle s'est ralentie et je me suis retrouvé dans une situation où j'étais un peu seul face à moi-même. Et ça m'a poussé à me poser des questions sur moi, sur la vie. Et c'est là où j'ai connu Jésus. J'ai commencé à m'intéresser à la Bible, à lire la Bible. J'ai des collègues qui m'ont parlé de la Bible, de la foi. Et en fait, j'ai choisi de donner enfin, pas donner ma vie à Jésus, mais à m'intéresser à la parole. C'est à ce moment-là que, du coup, j'ai pu rencontrer, du coup, Anaïs. De base, comme ça s'est passé, en fait, moi, j'avais joué un match et je voulais aller à la piscine pour faire, tu sais, tout ce qui est décrassage, des soins un peu de balnéo, se détendre. Et en fait, tout était fermé, la ville était complètement verrouillée.
Donc moi, j'étais pas du tout au courant de ce qui se passait. Et du coup, avec les amis avec qui je devais partir à la piscine, en fait, finalement, on s'est retrouvés au milieu de la rue à voir des chars avec Des gonzesses partout. c'est ça. Donc du coup, en fait, je me suis retrouvé dans ce contexte totalement par hasard. J'ai croisé le regard d'Anaïs. Non, dis la vérité. Il a Ok. croisé mes fesses et Ok, après mon regard. Ouais, c'est vrai qu'on s'est vu, je t'ai vu de dos. Et ensuite, du coup, le char s'est avancé, on s'est vu. Nos regards se sont croisés et j'ai senti qu'il se passait quelque chose tout de suite. Et c'est vrai que le fait que le char avance et elle cherche à se retourner, j'ai compris que pour elle aussi, il s'était passé quelque chose. Et en fait, tout de suite, j'ai dit à mes amis que, j'ai dit, vous voyez, cette fille là-bas, ben, elle, ce sera ma femme. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, je vais pleurer. C'est trop beau. Moi, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, mais t'es sûr de toi, en fait? Ouais, parce qu'en fait, je savais parce que, en gros, moi, par la prière, j'ai dit au Seigneur que voilà, je me repentais de ce que j'avais fait et que voilà, je voulais maintenant construire quelque chose. Et là, en fait, il s'est passé ça derrière et je savais en fait que c'était la bonne personne. Et puis derrière, j'ai juste appelé son nom, on a discuté et ensuite, tout s'est enchaîné hyper rapidement jusqu'à aujourd'hui. Ce qui nous amène aussi à aujourd'hui. Quelle est votre situation? Bon, on va divorcer. Non, je rigole. Non, ça va faire 10 ans On est qu'on mariés, on a est 2 mariés. enfants, 2 garçons. Et qu'on est ensemble et on est mariés depuis, on va fêter le 17 juin, on va fêter nos 8 ans de mariage. Et on a un garçon de 7 ans qui va avoir 8 ans cette année et un enfant de 4 ans qui va avoir 5 ans le 1er janvier. C'est pas des blagues. Et il est pas né en Côte d'Ivoire, promis. C'est le premier bébé de l'année en Normandie. C'est pas un présumé. C'est pas un présumé. Il est vraiment né le premier. J'ai la preuve. J'ai le journal dans lequel on montre que c'est le premier bébé de l'année en Normandie. Waouh, une belle famille. Et en tant que famille, du coup, vous viviez où avant de partir? Avant de partir en Côte d'Ivoire Ouais, c'est ça. ou avant de partir, on a fait trop de villes. Qu'avec le foot, c'est des contrats d'1 an et en fait, on est très mobile. Mais on a eu Isaac à Romorantin-Lanthenay, qui est proche de tout. Et on a eu Eden en Normandie à Granville, mais enfin, il n'y a plus de maternité à Granville, donc c'était à Avranches. Et on vivait à Granville. Parce qu'Elie est arrivé à sa fin de carrière et il voulait boucler la boucle là où il a commencé, donc à Angoulême. En fait, on a fait un enfant dans chaque club où je suis allé. C'est pour ça qu'après c'était la retraite pour lui, parce que fallait s'arrêter. En fait, du coup, on est rentré dans ma ville à Angoulême, dans laquelle j'ai fini ma carrière. Et ensuite, c'est d'Angoulême qu'on est venu en Côte d'Ivoire. Passons du coup à cette grande étape. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé et qu'est-ce qui s'est passé pour que vous décidiez de partir? Parce que comme tu l'as dit, Anaïs, vos parents n'ont pas remis les pieds en Côte d'Ivoire une fois qu'ils en sont partis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, nous, on a toujours ressenti qu'un jour on allait partir de la France, qu'on allait s'expatrier. Et en fait, on a commencé à vraiment le ressentir quand j'étais enceinte de Eden, presque 4 ans avant notre départ finalement. Et mais sauf qu'à ce moment-là, j'étais enceinte, jamais expatriée enceinte, enfin, voilà, donc du coup non. Et on a pris la décision d'aller à Angoulême. Une fois qu'on savait que on approchait de la retraite d'Elie, on savait comment. J'ai remarqué qu'on s'approchait de sa retraite. Beaucoup plus de mal par rapport à la récup, malgré le kiné, malgré les massages, malgré toute la structure qu'ils peuvent avoir pour la récupération. Généralement, la retraite d'un footballeur, c'est entre 30 et 35 ans. Et là, on était à 32 ans, donc on le savait. On savait pas du tout ce qu'on allait faire après, sachant que c'était le foot qui nous payait et la voiture et le logement. Enfin voilà, tout ce qu'on avait, hormis les meubles qui étaient à nous, tout le reste c'était au foot. Donc du coup, fallait se poser la question, une fois que t'arrêtes, qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, avec mon entreprise qui était certes bien, mais les petits entrepreneurs en France, on sait qu'on se fait prendre la moitié par l'État et tout, donc c'était pas possible pour faire vivre 4 personnes. Et donc du coup, à ce moment-là, moi je me suis dit je vais prier et je vais jeûner, déjà pour comprendre bien notre destinée et pour savoir où est-ce que Dieu veut qu'on aille. Parce que l'objectif aussi, c'était de pouvoir aller dans un endroit où on peut encore se rapprocher de lui, où on n'est pas persécuté forcément en tant que chrétien, etc.
et surtout le pays où il nous attend. Donc j'ai jeûné et prié avec une amie pendant peut-être 1 mois et demi, vraiment parler en langue, tout ce qu'il faut pour que la prière soit bien et soit entendue et que moi que j'y crois et que tout se passe bien. Et en fait c'est Élie qui a reçu la réponse. C'est Élie qui a tout reçu, et en même temps, vu la réponse, si c'est moi qui avais reçu, j'aurais rien dit. Élie reçoit que c'est en Côte d'Ivoire. Donc il me dit ma femme, j'ai reçu, et en fait il va falloir qu'on aille en Côte d'Ivoire. Moi je commence à lui dire oui, tu peux y aller en vacances avec ton père, ça va être trop bien pour vous. Enfin vraiment, c'était ni dans mon plan A ni dans mon plan Z en fait. C'était jamais, et même en vacances non, je ne voulais pas. C'est-à-dire que ça ne m'a jamais intéressé de découvrir mon pays d'origine. Non, vraiment. Donc du coup, je lui ai dit, écoute, ton père, il serait ravi. Et lui, il me dit, mais non, t'as pas compris. J'ai reçu qu'il faut qu'on aille y vivre. Je lui ai dit, écoute, tu n'es pas concentré, donc concentre-toi un peu avant de me parler. Et en fait, non, en fait. Donc, je commence à pleurer. Je dis, de toute façon, c'est n'importe quoi. On n'ira jamais. Moi, je voulais aller en Grèce, à Valencia, en Espagne, au Portugal. Qu'est-ce que tu vas m'emmener en Afrique et tout? J'étais au bout du rouleau, vraiment. Pendant 1 mois, j'ai pas mangé, tu vois. Donc, la réponse, elle m'a déçue. C'était dur. Et vraiment, non, vraiment, j'étais fâchée. J'étais absolument pas d'accord. On s'approchait de Noël. J'étais trop fâchée. Vraiment, j'étais trop fâchée. Et lui, en plus, j'essayais de faire en sorte que ce soit lui qui change d'avis. En mode, non, mais t'as rien compris, de toute façon, c'était biaisé, c'était pas bon, je sais pas. Et en fait, à un moment donné, il parle avec moi, il dit, mais tu sais, moi-même, j'ai pas forcément envie d'y aller, mais je sens juste ça. Je dis, écoute, je réfléchis, mais c'est non. Pendant 2 semaines, j'ai eu que des signes. Mais des signes, c'est-à-dire que je marche avec les enfants en ville, en mois de décembre, plein hiver, il y a un monsieur en t-shirt qui vient, en t-shirt. Je sais pas pourquoi il était en t-shirt. Comme quoi Dieu utilise tout le monde. Et le monsieur il est en t-shirt alors qu'on avait des écharpes jusqu'aux cheveux. Et en fait il me dit, il s'arrête devant moi, il me dit, tu sais ma sœur, la France c'est bien, mais ailleurs c'est mieux. Et il s'en va. Donc du coup je me retourne, je dis, mais monsieur, mais pourquoi vous dites ça? Il dit, au revoir ma sœur, et il s'en va. Il me dit pas plus d'explications. Mes 2 enfants qui étaient avec moi, pourquoi il dit ça maman? Pourquoi? Bon, je sais pas. Donc on va continuer. Et après je passe devant le cinéma, il y a le dessin animé Migration avec les oiseaux. Tout ce que je voulais faire lié à l'argent était bloqué. Je pouvais pas débloquer d'argent. Le pécule des lits qu'on voulait débloquer depuis 5 ans, il y avait toujours un problème. Non, mais on n'a pas cette fiche de paye de ce club-là, on n'a pas cette fiche de paye de là, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Vraiment, ça faisait 5 ans qu'on galérait, on n'arrivait pas à vendre notre appartement, on était propriétaire bailleur, on n'arrivait pas à le vendre. Enfin, que des trucs comme ça. Et à un moment donné, j'ai dit, écoute Seigneur, si ton plan c'est que j'aille en Côte d'Ivoire, alors j'irai. Et le lendemain, on était le 16 janvier, le jour de l'anniversaire d'Élie. Le lendemain, Élie reçoit tout son pécule sans explication. On arrive à vendre l'appartement. J'arrive à débloquer toutes les situations qui étaient verrouillées et tout se fluidifie. On arrive à vendre tout ce qu'on avait dans la maison parce qu'on n'est pas venu avec un conteneur, on est venu avec des valises. Donc là, on a dû vendre toute notre vie de 9 ans de vie, quoi. Ça c'était dur, mais Dieu, il a fait en sorte que je sois même pas plus triste que ça. Les parents d'Élie, ils ont accepté quand même de prendre les albums photos, et puis tu sais, on a toujours la petite boîte avec les premiers pyjamas des enfants, enfin voilà, des choses comme ça. Et après 5 mois plus tard, on était dans l'avion. Et parce qu'en fait, Dieu, il nous a montré qu'il était avec nous, que c'était vraiment sa décision. Et en fait, on lui a fait confiance, et on est vraiment venu, mais confiance aveugle. Et on s'est dit, bon, de toute façon, Dieu pourvoira. Et il nous a jamais laissé tomber. Il nous a toujours bénis. On est tous les 4 zélés, nos enfants aussi, vraiment, on a tous foi en lui. Donc, on a préparé gentiment nos valises, vendu tous nos habits, toutes nos affaires, tous les jouets des enfants. On l'a tous fait dans la joie, en fait. Et on est arrivé au mois de juin. Votre histoire, à chaque fois que je l'entends, elle me donne la chair de poule. Je trouve ça incroyable. Mais il faut... Alors, vraiment, c'est capital. Ce que vous nous dites, c'est aussi, moi, je trouve, un vrai cadeau pour ceux qui croient et qui ont besoin aussi d'entendre votre parcours. Quand tu dis que tu as jeûné, pour revenir sur ça, quand tu dis que tu as jeûné pendant 1 mois, que tu as prié, même en langue, bon, déjà, tu sais parler en langue. Enfin, comment ça se passe? Tu jeûnes, c'est-à-dire que tu manges pas du tout?
Ah oui, moi j'ai eu le baptême du Saint-Esprit 2 jours après mon baptême en immersion. Avec Ellie, on s'est fait baptiser en immersion en même temps. On a vraiment grandi dans la foi ensemble. Donc on s'est fait baptiser en immersion ensemble en 2023, le 2 avril 2023, et le 2 jours après, mais je priais vraiment pour ça, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Donc à ce moment-là, j'ai eu le parler en langue. Alors j'ai pas l'interprétation. Tout chrétien normalement sait un peu ce que c'est. Et en fait, voilà, on dit c'est des langues inconnues que Dieu seul comprend. Alors, ceux qui ont le don de l'interprétation comprennent aussi, mais que le diable peut pas déchiffrer. Donc, très pratique quand on veut prier pour la destinée, etc. On peut prier en langue, en visualisant, voilà. Donc, du coup, je priais en langue et je jeûnais, donc, toute la journée. Donc, je jeûnais. En gros, je mangeais de 18 à 20h, 20h30, et après, je remangeais le lendemain à 18h, de 18h à 20h30. Et ça pendant un mois et demi. Puis en plus, de faire ça au mois de décembre, c'est là où il y a tous les chocolats et tout, vraiment, je conseille pas. C'est dur, parce que tous les petits biscuits, les petits trucs. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis c'est Ellie qui a reçu. Mais en même temps, si c'était pas Ellie, vraiment, j'aurais pas écouté. J'aurais dit, oups, j'ai rien entendu. En fait, ce qui s'est réellement passé, c'est que moi, je sentais que j'en pouvais plus, en fait, du football. J'étais arrivé à un stade où, en fait, le football, ça devenait plus un plaisir pour moi. Aller sur le terrain, j'avais beaucoup de mal. Encore au niveau de la compétition, je prenais vraiment du plaisir lors des matchs. Il y a vraiment une rigueur de travail au quotidien. Les entraînements sont difficiles. Et je sentais que mon corps, vraiment, il était en train de me lâcher. Donc j'ai dit à Anaïs, écoute, moi je repars sur une saison supplémentaire, mais après c'est sûr que j'arrête. Or notre seule source de revenus quasiment, c'était mon salaire de joueur. L'entreprise d'Anaïs, ça commençait juste à démarrer. Du coup, en gros, j'ai mis un peu cet ultimatum de dire bon, moi à la fin de l'année j'arrête, mais sauf que j'arrête, c'est bien, mais pour faire quoi? Sachant que en fait j'étais footballeur, j'étais parmi les cadres de mon équipe, donc je gagnais bien ma vie. À chaque fois que je parlais de ça à quelqu'un, mais on me prenait pour un fou, quoi. En gros, t'es là, t'es footballeur, t'es dans ta ville, tu gagnes bien ta vie, et toi tu veux arrêter. Pourquoi tu veux arrêter alors que tu joues, t'es titulaire, enfin voilà, et les gens ils me prenaient pour un dingue, quoi. Et moi en fait, bah, j'étais sûr de moi, je savais que je devais arrêter, mais par contre, je savais pas ce que j'allais faire. Donc, c'est pour ça qu'avec Anaïs, on s'est dit, cette même année, on s'est fait baptiser. Et puis là, on s'est dit, bah, si on doit avoir une réponse, que ça vient pas de nous et que même notre entourage ne sait pas, c'est que ça doit venir de Dieu. Donc, moi, en gros, je rentrais de l'entraînement, je trouvais ma femme en train de prier, en train de prier. T'as fait minute là. On sache ce qu'on allait faire. Et en fait, le plus fou, c'est que moi, en fait, je suis allé voir mes entraîneurs en milieu de saison et je leur ai dit que j'arrêtais. Alors que... Dès qu'on a reçu. Non, même pas. Bah si, c'est qu'on a reçu. Non, même pas. Je leur ai dit que j'arrêtais alors que du coup, je savais même pas ce que j'allais faire. Et puis, du coup, ouais, peut-être un mois ou un peu plus après, on a eu la révélation que... Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu la révélation que c'était là-bas qu'on devait partir. Mais alors justement, comment ça s'est manifesté? Comment t'as su que c'était la Côte d'Ivoire? Sincèrement, c'est assez difficile à expliquer. Moi, en fait, j'étais en train de dormir et en fait, j'ai vu tout ce qui allait se passer pour moi, enfin pour nous. Je l'ai vu en rêve, en fait. J'avais vu une vidéo je crois que c'est un scientifique à qui ça arrivait et lui, en fait, dès qu'il se réveillait, il notait en fait tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait imaginé, puis après il le concrétisait la journée. Et moi, en fait, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose comme ça. Donc, en fait, ce que j'ai fait, je me suis réveillé, j'ai tout écrit, tout dessiné sur un papier. Et en fait, jusqu'au lever du jour, jusqu'à ce que les enfants se réveillent, ils m'ont trouvé dans le bas en train de dessiner, ils ont pas compris ce qui se passait. Et du coup, le lendemain, j'ai dit à Anaïs que voilà, c'est ça qu'on allait faire. Et donc elle, du coup, c'est ce qu'elle expliquait, elle était pas emballée par le projet. On a compris la douleur. Mais pourtant, ouais, c'est ce que j'avais reçu et finalement, bah, c'est ce qu'on, là, maintenant, ça va faire un an qu'on est à Abidjan. On voit bien que ce que j'avais dessiné, bah, ça se concrétise, quoi. On y arrive, mais c'est, ouais, à nouveau, encore une partie assez incroyable de votre parcours. Donc, ok, donc finalement, vous partez au bout de 5 mois.
au-delà de, on a senti la douleur, Anaïs, hein, quant à ce plan, mais est-ce qu'il y avait d'autres craintes peut-être par rapport aux enfants que vous aviez Ah non, mais tout, c'était, pour moi, c'était. Puis en plus, vu que je n'y étais jamais allée, j'avais vraiment l'image de ce qu'on peut voir dans à les l'école, médias? quoi. Pour moi, Ouais. voilà, pour moi, l'Afrique, c'était des gens dans des cases avec des mouches dans les yeux. J'avais pas envie. Pour moi, c'était un endroit où. Ouais, non, mais bon, je te jure, j'ai vraiment. En fait, j'ai été éduquée du côté de ma mère, vieille bourgeoisie. Flemme, vraiment, j'avais pas du tout l'image. Le plus loin où j'étais allée, c'était en Tunisie, mais pas du tout même mood. Afrique noire, j'avais jamais mis un orteil, et puis je m'étais pas intéressée du tout. Donc vraiment, je m'étais arrêtée à des amalgames un peu pourris, et puis je me suis dit pour les enfants, le médical, enfin vraiment j'étais au bout du rouleau. En plus, bah du coup évidemment nos parents n'avaient pas du tout envie qu'on parte, parce que bah, du coup évidemment bah ça faisait qu'ils ne verraient plus les enfants et tout, enfin moi, et donc ils ont essayé de me faire peur de toutes les façons possibles. J'étais au bout du rouleau, et vraiment je faisais que dire au Seigneur, mais Seigneur, c'est ton plan, je remets tout entre tes mains, je remets toute la vie de mes enfants entre tes mains, ma vie entre tes mains, celle de mon mari entre tes mains. Et vraiment, mais si c'est pas ton plan, mais on n'y va pas, Seigneur. Après, jusqu'à dans l'avion, hein. Dans l'avion, je priais, Seigneur, si cet avion décolle, là, c'était ton plan, c'était ton plan. Parce on part juste avec la certitude que tu es avec nous, quoi. C'est tout. Ensuite, on arrive en Côte d'Ivoire avec Walou. Moi, en fait, quand j'ai annoncé ça à mes parents, du coup, ils m'ont convoqué, réunion de famille. T'es un inconscient, qu'est-ce que tu fais, prendre comme risque à ta famille, etc. Les maladies, comment dire, l'insécurité, etc. Puis tous les préjugés qu'on peut avoir quand on pense à l'Afrique. Et en fait, moi, ben, justement, j'étais avec mes enfants. J'ai pas voulu manquer de respect, du coup, à mes parents. Mais par contre, je voulais leur faire comprendre que aujourd'hui, c'était pas eux qui allaient décider pour moi. Et du coup, c'était un peu chaud, quoi. Les discussions, c'était un peu chaud. Oui, c'est tendu. Ouais, c'est vraiment tendu. Et au final, ça m'a fait penser à un film que j'ai vu avec Will Smith. Il dit à son fils qui joue au basket, et il dit un jour je serai champion de NBA. Et puis en fait, il dit non, mais toi tu seras jamais champion. Tu peux pas. C'est compliqué d'être fort au basket, et puis tu t'as pas le niveau, etc. Et puis du coup l'enfant il jette son ballon et puis il abandonne. Et puis après il se reprend et puis il dit non. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu peux pas faire quelque chose, même pas moi. Il dit ça à son fils. Et moi, en fait, j'étais avec mes enfants, et ils ont vu, en fait, la scène où, en gros, mes parents, ils étaient en train d'essayer de me brider et de me faire comprendre que j'étais pas capable, en fait, de porter un projet comme ça. Et moi, je leur ai dit, je me suis retourné, je me rappelle dans la voiture, j'ai dit à mes enfants, je leur ai dit, écoutez, ne laissez jamais quelqu'un vous dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose, même pas moi. En fait, j'ai repris, en fait, cette séquence. Et en fait, je me suis dit à moi-même que il fallait pas que, en fait, ces ondes, entre guillemets, négatives, même si ça reste bienveillant, puisque c'est mes parents, ils vont pas dire des choses pour me nuire. Mais il faut aussi arriver à surmonter, en fait, cette bienveillance qui t'empêche d'avancer, puis réussir, du coup, à surmonter, parce que ça reste, en fait, motivé par la peur. C'est ça, en fait, que j'ai remarqué. Quand on veut sortir de sa zone de confort, forcément, on est confronté à la peur, et il faut arriver à surmonter ça. C'est très intéressant ce que tu dis, mais c'est très juste aussi. Et ça me fait moi penser à quel point, en fait, ceux qui prennent la décision de s'installer ou de rentrer, par rapport à toutes les forces qui nous en empêchent ou qui veulent nous dissuader, en vous écoutant, je me dis à quel point on est courageux, en fait. Hein. Ouais, certains diront fou, Ouais. mais nous on préfère dire courageux. Oui, c'est vrai. Mais en fait aussi, ce qu'il faut arriver aussi à discerner, c'est que les gens qui nous conseillent, est-ce qu'ils sont là où on veut aller? C'est ça aussi qui a été instructif, parce que on a souvent tendance à écouter les conseils de gens qui n'oseraient pas faire ce que nous on veut faire. À ce moment-là, en fait, ils font un transfert de leur propre peur. Les choses qui, eux, les ont bridées dans leur propre vie, eh ben, ils veulent les transférer sur toi. Or, en fait, nous, on n'a pas besoin de leur peur pour avancer. Nous, on a besoin plutôt de conseils, d'encouragement, ou bien de preuves d'un amour peut-être inconditionnel. De dire, bon, bah, écoute, si moi, j'y crois pas, mais toi, au moins, si c'est toi, c'est ce que tu veux, ben, fonce. C'est des choses comme ça qu'on a besoin d'entendre. Et puis surtout, forcément, quand il y a du changement, il y a des moments difficiles à venir. Donc, si ça devient en plus des ondes pour dire, bon, bah, tu vois, je
Je te l'avais dit, tu vois. Fais ton expérience et puis, tu te rendras bien compte que, c'était une idée de merde et puis tu reviendras. Tu vois, quand c'est des choses comme ça, c'est pas positif. Ouais, mais il y a des gens qui nous disaient, bon, bah, on se revoit dans un an, hein. Faites vos vacances et puis ensuite vous reviendrez. Enfin, vraiment en mode, bon, ouais, on n'attend pas que vous réussissiez, donc. Et donc, bon, finalement, vous y arrivez, vous voyagez, 5 mois plus tard, vous arrivez en Côte d'Ivoire. Comment s'est passée votre installation? Là, C'est lui qui parle. Ouais, alors du coup, moi, vous avez compris, du coup, j'ai fini ma saison. Je remercie encore mon ancien club d'Angoulême qui m'ont vraiment mis à l'honneur parce que voilà, j'étais un peu l'enfant du pays qui arrête sa carrière. Donc, je suis sorti, aide d'honneur, remise d'un maillot, voilà. C'était vraiment la fin de carrière rêvée. Alors que à l'inverse, si par exemple j'avais continué à jouer dans un autre club, un petit club, au final tu t'en vas et puis t'es comme un joueur lambda. Là vraiment je suis sorti un peu avec les honneurs, donc c'était vraiment plaisant. Et puis derrière en fait même pas 5 jours après, j'avais mon billet pour partir à Abidjan. Donc ce qu'il faut savoir c'est que moi mon père m'a dit écoute moi j'aimerais enfin en gros ton projet j'y crois pas forcément mais j'aimerais venir avec toi pour voir au moins enfin où ça en est, comment ça va avancer, etc. Donc du coup finalement avec sagesse on va dire que j'ai accepté de partir avec lui et donc ça reste un bon souvenir puisque du coup c'est mon père qui est parti du coup de Côte d'Ivoire pour venir en France. Il a fait le mouvement inverse et là, en fait, moi, du coup, je lui faisais faire le chemin inverse. C'est son fiston, en gros, qui venait s'installer en Côte d'Ivoire. Lui, pour lui, ça lui semble totalement incompréhensible. Parce que je pense que lui aussi, de son côté, il a pas vu que les puissances sont en train de s'équilibrer ou voire de s'inverser. Et du coup, arrivé en Côte d'Ivoire, lui aussi, il a eu un peu ce choc de voir l'évolution du pays. Malgré tout, c'est un pays qui est encore en transition, donc lui, il voyait plus le verre à moitié vide, alors que moi je le voyais à moitié plein. Donc j'ai eu pas mal d'embûches. Je savais qu'il y avait pas mal d'arnaques avec les appartements. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a un ami qui a sa maman qui a un appartement à Abidjan. Elle nous a proposé de le louer. Donc moi, quand j'étais en France, j'ai eu l'agent immobilier qui me disait oui, l'appartement est top, il y a pas de souci, il faut juste acheter des meubles, mettre peut-être un coup de pinceau, mais c'est tout pour la visite de l'appartement avec mon père. Donc déjà, il faisait une chaleur incroyable. Et en fait, l'appartement, il était dans un état catastrophique. En fait, quand un Ivoirien te dit que l'appartement est prêt, c'est que pour nous, en français, on va dire que il est en chantier, quoi. Donc, c'est-à-dire que je suis arrivé, il y avait une baie vitrée au milieu du salon, des fils électriques dans tous les sens, des fenêtres montées à l'envers. Ma famille était censée arriver dans 2 semaines, quoi. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça va être compliqué. Et du coup, je suis sorti de l'appartement. Et là, en fait, j'ai entendu un grand boom, un bruit sourd, en fait. Et du coup, moi, j'étais dehors avec l'agent immobilier. Du coup, on est rentré dans l'appartement. Et en fait, c'était mon père qui s'était évanoui. Tellement il était choqué parce que moi, en fait, je lui disais que j'allais emménager bientôt et tout. Et lui, il a vu le truc. Et il est tombé dans les pommes. Donc moi, en fait, j'ai couru, j'ai crié papa, papa. En fait, je l'ai attrapé, je l'ai mis en PLS. Ah ouais, non, c'était incroyable. Donc là, j'ai cru qu'en fait, il allait mourir dans mes bras, quoi. Et du coup, après, je lui ai fait de l'air. On lui a donné de l'eau. On a fini à l'hôpital et tout. Après, ils nous ont dit que c'était comme un, je sais pas, il s'est évanoui, quoi. Après, mon père aussi, il faut savoir qu'il est diabétique. Donc ça peut jouer, mais je pense que c'était surtout émotionnel. J'ai pris soin de mon papa, mais j'ai compris que c'était trop pour lui, en fait. Tellement c'était... Ouais, c'est chaud. c'était vraiment chaud. Donc du coup, en fait, après, j'ai fait toutes mes démarches tout seul. Et au final, je me suis retrouvé dans des trucs où je faisais faire les peintures, je faisais refaire l'électricité, je faisais refaire les baies vitrées. Et au final, à quelques heures de prendre mon avion, j'ai réussi à acheter 2 lits, non 3 lits et 3 matelas. Anaïs aussi était malade en France avec les enfants et moi en fait j'ai réussi à acheter 3 lits, 3 matelas et après je suis monté dans l'avion et donc du coup en réalité l'appartement il était pas prêt pour emménager. Si on fait un flashback de comment j'ai trouvé l'appart
Et comment je l'ai laissé, c'est un miracle, quoi. Et c'était le cas d'Alfo à l'avion. Dans l'avion. Ouais, en fait, j'arrive à l'aéroport. Au moment de l'enregistrement, je me retourne et en fait, j'étais juste devant Asalfo des Magic System. On a discuté un peu, je lui ai expliqué mon projet. Et en fait, ça aussi, ça m'a marqué parce que du coup, Asalfo, lui, je pense qu'il connaît très bien les deux pays, à la fois la France et la Côte d'Ivoire. J'ai dit que j'étais footballeur, que j'ai arrêté. Il me dit, mais pourquoi t'arrêtes? T'es encore jeune. Je dis, ouais, mais je sens que c'est le moment. Et puis, je sais que la Côte d'Ivoire, c'est le moment aussi où il faut s'implanter. Et il me dit, tu vois, les gens aujourd'hui, ils te prennent pour un fou, mais dans 10 ans, ils se diront pourquoi est-ce que j'ai pas fait la même chose. Ça, c'est Asalfo qui m'a dit ça. Et je me suis dit, ça m'a encore réconforté pour me dire qu'on était dans le vrai, quoi. Et du coup, là, aujourd'hui, donc bon, on va dire que c'était un peu compliqué, mais évidemment, vous y êtes arrivé. Aujourd'hui, c'est quoi un peu votre budget mensuel pour vivre au quotidien à Abidjan? Pour bien vivre, en fait, à Abidjan, c'est cher. Parce qu'Abidjan est vraiment plus cher, même, je dirais, que la France. Tout est cher et pas forcément justifié. Donc, il y a l'école. Donc, nous, on a 2 enfants. Et l'école, pour les 2 enfants, c'est 500 000 par mois. Et ensuite, on a le loyer qui va être aux alentours de 450 000. À ça vient s'ajouter les factures, électricité généralement 100 000, Internet c'est 35 000, plus après l'eau, généralement l'eau c'est 10 000 par-ci par-là, parce que c'est un peu aléatoire j'ai l'impression. Et après, il y a l'eau potable, ouais ça c'est une grosse charge. Hein. L'eau potable c'est vraiment une grosse charge, parce qu'on boit pas l'eau du robinet. Et puis ensuite, il y a la voiture. Voiture et Yango qui sont un sacré trou dans le budget. J'ai calculé. Pourtant, on a une voiture, mais pourtant, le Yango me coûte 360 000 par mois. Donc là, j'espère que ça va être moins maintenant. J'espère que ça va être moins parce qu'il faut, maintenant, on essaie de faire des trajets groupés avec Ellie, en fait. Il me dépose chez mes clientes avant d'aller au travail, etc. Mais en gros, on a calculé pour vivre tous les 4 sereinement. Il faut qu'on ait au moins 2 500 000 à 3 millions, mais vraiment pour pouvoir faire des courses comme il faut, sans être là à calculer t'as pris du beurre à 2 900, attention, tu vois. Enfin, voilà, pour être vraiment bien, il faut 2,5 millions, 3 millions pour 4. Donc quasiment 4 000 euros, ce qui est vraiment beaucoup. Hein. Et tu avais dit que pour le loyer, c'est combien? Et le loyer, dis-toi qu'il est petit par rapport à ici, il équivaut à 710 euros. Et du coup, vous êtes dans quel coin d'Abidjan? Alors on est à la cité Cire qui est la fin d'Angré. En gros, c'est C'est entre Angré et Abata. Entre Angré et Abata. Bon, il y a Palmeraie pas loin aussi. Mais par contre, on a une grande maison, mais tu sais, c'est les vieilles maisons abidjanaises. Par contre, elle est immense. 3 salles de bain et 4 chambres et un jardin, 2 balcons, 2 salons, démesurément grandes pour le prix, donc tant mieux, mais c'est surtout qu'elle est proche de l'école des enfants. Oui, c'est ce que j'allais dire. 450 000 pour où vous êtes, c'est que vous avez quand même quelque chose qui est quand même très bien. Donc vous êtes quand même à l'aise quand vous rentrez. Enfin, ça prend du temps, mais quand vous rentrez, vous êtes bien. Après, il y a des pièces moches. Hein. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, j'ai voulu, comme on est venu sur nos économies, moi, j'ai voulu qu'on soit assez spartiate. Donc, on avait un appartement, du coup, à Bata, dans un quartier pas forcément top. Et en fait, on a mis les enfants dans une école ivoirienne, dans un premier temps. Mais en fait, on voyait que c'était trop C'est une grosse erreur, il faut pas faire ça. Le choc des cultures était trop important. Notre enfant, il allait à l'école, il revenait en pleurs tous les jours. Il disait, elle veut me chicoter, elle veut me frapper, faut vraiment pas faire ça, ils ont pas la même façon. Le blanc, c'était des... Le blanc, c'est ci, le blanc, ci, le blanc, ça. On a été obligé de mettre un peu de confort là-dedans parce que ça pouvait pas aller. Donc, moi, en fait, au début, je discutais avec le directeur, essayais de le faire changer de classe parce que je me disais peut-être que c'est l'instituteur qui ne va pas, etc. Et en fait, il a changé de classe, c'était encore pire. Et ouais, mon fils Isaac, il pleurait du matin au soir. Il y a une institutrice qui lui a dit si tu continues de pleurer, je vais te gifler. Donc là, c'était la goutte d'eau. Moi, en fait, je suis allé voir le principal. Je lui ai dit bon, je vais pas. Certainement, l'institutrice, ça fait des années qu'elle enseigne. C'est pas moi qui vais lui apprendre comment enseigner, mais par contre, je sais ce qui est bon ou pas pour mon fils, et ça, je sais que ça peut pas aller, quoi. On a dû prendre un professeur à domicile, juste pour lui, pendant le temps où on cherchait une maison, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les écoles françaises, c'est hors de prix, et je me disais que j'allais pas l'inscrire dans une école française à côté de notre appart, sachant qu'on veut déménager. C'est seulement quand on a trouvé notre maison actuelle
qu'on a trouvé aussi l'école américaine à côté de chez nous. Puis du coup, moi en fait, si je peux donner un conseil à quelqu'un, c'est de pas transiger sur, pas faire de compromis en fait sur le confort pour sa famille quand on est ripatre, parce que ça fait quand même déjà un choc de culture entre la France et la Côte d'Ivoire. Donc moi, si j'étais tout seul, ça m'aurait pas gêné, mais je pense que pour quand on est en famille, il faut avoir les reins solides pour pouvoir s'offrir un peu de confort, sinon c'est pas viable. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est que avec Isaac, on avait vraiment bâti une éducation Montessori. On a fait l'IEF, donc l'école à la maison, jusqu'à son CP, enfin vraiment jusqu'à qu'on vienne ici. Donc il avait l'habitude d'être chouchouté au possible, enfin, vraiment d'être dans l'éducation positive, etc. Et donc la dame, elle arrive en le menaçant de le gifler. C'était beaucoup trop pour lui. Et en fait, la première impression, elle compte beaucoup. Et en fait, le petit, sa première impression, malheureusement, elle était pas comme il fallait. Par exemple, on est arrivé, c'était la tante Lily qui était venue nous chercher, elle nous a fait passer par Aquedo Village, etc. Alors que là, on venait d'arriver, on découvrait, fallait plutôt nous faire passer soit par le plateau, voire même par Assigny, en vrai. Pour nous montrer, regardez quand même, c'est bien. Et vous allez voir, mais non, elle nous a fait passer par une favelas en fait. Donc déjà ça c'était pas facile. Après on est arrivé dans une maison vide, c'était aussi compliqué. Et puis ensuite quasiment 3 semaines après, on l'avait mis à l'école des vacances pour qu'il s'y fasse. Et en fait c'était dans cette fameuse école, on s'est dit oh ça peut pas être si mal, mais en fait non, ils ont tellement pas la même façon de voir les choses que nous, d'éduquer comme nous, enfin je veux dire, c'est rien à voir, c'est aux antipodes de tout ce qu'on a pu connaître, même nous en tant qu'adultes. Et donc en fait, pour Isaac, c'était un trop. Il disait non mais je veux rentrer en France, non mais j'aime pas du tout la Côte d'Ivoire, et puis de toute façon j'aime pas l'Afrique en général. Enfin vraiment, on était en train de poser de très mauvaises bases, et qui a, je pense, joué aussi dans la maladie qu'il a eu après. Et en fait, c'est une fois qu'on a commencé à comprendre que oui, bon, ils ont besoin du confort, ils ont eu du confort toute leur vie, et là on leur a retiré ça d'un coup. Et en fait non, on a tous besoin de se sentir quand même bien pour pouvoir évoluer sereinement, parce que dans tous les cas ça va être une année compliquée, on va devoir gérer professionnellement et eux dans leur adaptation. Et donc je rejoins Ellie dans le sens où en effet l'enfant il a tellement besoin de bases solides qu'il faut pas du tout laisser tomber ça quoi. Ouais, totalement. Merci pour ce partage. Il est complémentaire à ce qu'on a pu entendre dans d'autres interviews, dans d'autres parcours, mais c'est intéressant. Et du coup, alors le système américain, vous disiez que c'était 500 000, donc c'est 500 000 et 2 enfants par mois. Oui, celui-ci, il y a plusieurs écoles américaines, hein. Il y en a aussi des canadiennes. Donc oui, notre école, c'est 500 000 par mois et sincèrement, elle est géniale. Bon, j'ai pas trop envie de donner le nom de l'école, mais si jamais en privé, les gens veulent savoir, je donnerai parce que c'est idéal, quoi. Donc déjà, c'est une école qui est chrétienne, qui est dans la bienveillance. Isaac, il a un PAI avec ses allergies. Il a une cuisinière que pour lui qui vient du Canada. Enfin, vraiment, qui fait hyper attention. Il fait des œdèmes, tout ça. Il est hyper allergique. Il est suivi par 3 allergologues en France. Et donc là, cette école très bienveillante. Isaac, quand il a été malade, ils étaient tous là. Ils faisaient des réunions de prière que pour lui. Enfin, vraiment, cette bienveillance-là humaine. Non, vraiment, elle est top, 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 cette école. Et du coup, là, il se sent bien, il n'y a pas de problème, ça va mieux. C'est ça, et puis il s'est fait des copains. Ok, super. Et est-ce que à la maison, vous avez des aides pour le ménage, la cuisine, la garde, peut-être bon, après, vos enfants, ils sont pas tout petits, mais on sait jamais. On a une personne qui vient du coup 3 fois par semaine à la maison pour nous aider dans tout ce qui est ménage, repassage, le linge, etc. Ménage. Ouais, ménage. Et puis on a aussi un jardinier qui vient aussi 1 fois par mois. En fait, on veut plus qu'elle reste tout le temps à la maison. On a eu 2 mauvaises expériences. Non, 2 mauvaises expériences. Une qui a tapé les enfants, les 2. Et une autre j'ai retrouvé mon sac dans ses toilettes et je me suis dit parce que je lui laissais mes enfants en fait et je me dis en fait si elle commence à faire ça c'est un truc un jour tu rentres, il y a même plus tes enfants dans la maison, j'ai même pas envie de jouer avec ça parce que là je brûle tout Abidjan là. Donc du coup ça m'a un peu dégoûtée et puis après on a décidé d'en prendre 3 fois par semaine. Bon par rapport ça c'est vraiment plus intéressant qu'en France et 3 fois par semaine c'est amplement suffisant pour du ménage et au-delà de ça ça permet aussi qu'on garde une intimité parce qu'on n'a pas de dépendance ici pour donc on a quand même notre vie de famille. Oui, de famille, oui, je comprends. Quand les enfants sont plus grands comme vous, oui, c'est intéressant. Nous, elle est toute petite, donc elle vit quand même avec nous, hein. Elle rentre un week-end sur 2, mais elle vit avec nous, la nounou.
Et elle est âgée ou elle est jeune? Non, non, elle est âgée, c'est une maman, elle est âgée, donc déjà, c'est pas du tout le même profil C'est mieux. que les jeunes. Oui, oui, oui. Oui, oui, moi, c'est un conseil que j'avais donné dans un autre épisode, ça n'a rien à voir. Ah oui, Ouais. les jeunes, vraiment, c'est n'importe quoi. Donc, Mais après, il faut pouvoir aussi s'adapter. Moi, je sais que pour me sentir vraiment à l'aise chez moi, pouvoir me reposer et tout, j'ai besoin de me sentir dans mon cocon, quoi. Et avoir quelqu'un comme ça, non, moi, j'ai pas du tout apprécié. Mais c'est l'habitude d'apprendre, hein, parce que c'est nouveau, hein. Ouais, c'est ça. Après, j'ai des amis qui ont une personne aussi en permanence, mais pas, eux, ils ont une dépendance, donc là, je trouve que c'est différent. Mais quand c'est vraiment dans la maison, moi, j'arrive pas trop. Bah, après, ça dépend, tu vois, moi, elle est très discrète, elle s'efface, en fait, elle est là pour m'aider, quoi, vraiment, donc j'ai pas de mal avec ça, c'est un peu une maman, elle s'efface beaucoup. Et en tout cas, ce côté-là, pour vous, était compliqué. Nous, c'est vrai que c'était assez simple et c'est comme quoi, en fait, bon, c'est l'équilibre, hein. Cette partie-là de votre installation a été compliquée, vous avez eu des mauvaises expériences à ce niveau-là. Ouais, vraiment, ouais, vraiment. Est-ce que vous avez eu à faire des démarches un peu au niveau pour la santé, prendre une mutuelle, par exemple, ou pas du tout? Oui, on avait la CFE, mais ils nous remboursaient jamais. Vraiment une grosse galère, ils nous remboursaient jamais. Donc là, actuellement, on est en train de chercher autre chose. On avait du coup pas d'assurance et notre enfant du coup est tombé malade assez gravement. Ouais, notre enfant a eu un palu neurologique. Du coup, il a été hospitalisé. Il a fait 2 semaines d'hôpital. C'était très compliqué à gérer et on n'avait pas d'assurance. Donc du coup, c'est toutes nos économies qui sont passées, enfin, qui ont été utilisées pour ces soins. Ouais. Mais après, du coup, ben on s'est dit là, il n'y a pas à réfléchir, quoi. Il était entre la vie et la mort, donc on n'a pas regardé à la dépense. Mais en tout cas, je pense qu'avec le recul, c'était vraiment une erreur du coup, de pas avoir d'assurance, parce que à ce moment-là, on aurait peut-être minimisé les dépenses. Ouais, donc là, en fait, effectivement, vous confirmez que parce qu'il y a d'autres invités, c'est intéressant, qui n'ont pas justement de mutuelle et qui se disent: «Bon, peut-être les soins sont pas si chers», mais vous confirmez effectivement que quand on a affaire à des maladies, importantes ou qu'il y a eu des soins qui sont importants à avoir, faut pas minimiser au niveau de la mutuelle. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais rien que l'hospitalisation, déjà, va coûter cher. Puis ensuite, bah, tous les trucs qu'ils vont rajouter en plus, les IRM, les ponctions lombaires, le kiné après, parce que, par exemple, le palu neurologique, ça touche le cerveau. Il a dû réapprendre à marcher, il a dû réapprendre à écrire, il a même dû réapprendre à parler correctement. Et tout ça, c'est des coûts, c'est des frais, c'est des médicaments, c'est des suivis. Et en fait, ça coûte un rein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, les hôpitaux, c'est un énorme business. Tu vois, moi, j'étais confronté à une scène où le médecin, en fait, elle nous prescrit des examens qui sont totalement inutiles. Et après, moi, en fait, au moment de régler, je vois que elle vient donner son code barre pour, en gros, prendre sa commission sur le montant que je vais payer pour les soins, quoi. Donc, ouais, c'est un énorme business et il faut être vigilant. L'idéal, c'est d'avoir un réseau, des gens de confiance, parce que sinon, tu te fais vite arnaquer, quoi. Et au-delà de ça, ils sont pas forcément compétents, donc Ouais, tu dois tout le temps être là. ouais, Tu vois que l'aide-soignante, c'est celle qui va te piquer, alors que bah elle est pas censée faire ça, elle est pas formée pour. ouais. Enfin, c'est l'infirmier qui se prend pour un médecin et qui du coup veut faire des choses hyper complexes, comme par exemple la ponction lombaire. Ça, c'était pas un médecin? C'est pas un médecin, c'est un infirmier, et en fait après tu t'en rends compte après, une fois qu'il a déjà piqué 2 fois dans la colonne vertébrale et que l'enfant il est presque paralysé. Enfin, c'est-à-dire que avec Ellie, on faisait en sorte qu'il ne soit mais jamais tout seul. On s'est dit à tout moment ils nous le prennent, ils vont nous faire une opération à cœur ouvert, on va pas être au courant. Donc Et ça, c'est dans quel, hôpital? il a été à À Prima Farah. et à Farah. L'hôpital Farah, en fait, c'est un des hôpitaux les plus Oui, c'est ça, prestigieux, un on va des dire, meilleurs, oui, d'ici. oui, oui. Des plus modernes. En fait, des meilleurs, oui et non. On va dire, il y a l'infrastructure qui est magnifique, mais après, il y a les ressources humaines, ça, c'est autre chose. OK, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux selon vous. Vraiment pas, moi, c'est même pas au niveau des compétences, c'est plus au niveau de l'intérêt, la cupidité, quoi. Je sentais que les examens qu'on me demandait de faire, ça avait pas forcément de cohérence. Et ensuite, j'ai compris au moment d'aller payer les factures, quoi. Il y a un intérêt à prescrire beaucoup. Voilà, exactement. Bah, du coup, moi, j'avais eu une expérience parce que j'ai fait un accident, enfin, par rapport à mon accident, il y a pas très longtemps. J'ai eu une expérience à la clinique, Sainte-Agathe, ça s'est très, très bien passé. C'est, près de le carrefour Aquedo. Après, j'ai juste eu à aller aux urgences et à faire une visite chez le médecin, donc mais tout le monde était très gentil, toujours là pour t'aider, te donner les bons conseils,
c'est pas du tout. Moi, j'ai eu une très bonne expérience. Après, j'ai pas eu un. Ça aurait pu être grave, mais ça l'était pas au niveau des soins. T'as eu un accident quoi de voiture? Oui, c'est ça. Donc vraiment, j'étais agréablement surprise. Après, enfin, tout m'a coûté à peu près 100 000 entre la radio, la consultation, etc. Donc c'est un coût, tu vois, c'est quand même un peu plus de 100 euros. Et toi, t'es assurée? Enfin là, je suis assurée, mais l'assurance n'était pas encore sortie, donc on a dû payer de notre poche. Ok. D'accord. Ouais, en fait, non, il faut pas, tout n'est pas noir, hein. Au contraire, il y a des gens très bien. Mais c'est bien de pouvoir comparer, c'est bien. Ouais. C'est juste qu'en fait, autant en France, on va dire, bon, allez, sortez, c'est bon, faut qu'on libère des lits, parce que on a besoin d'avoir de la place. Autant ici, si, plus tu vas rester, limite mieux c'est pour eux, quoi. Moi, c'est ça qui m'a vraiment déçu. Il y en a un qui est déçu pour l'argent et l'autre pour les soins. Non, moi, je faisais que d'être fâchée, moi. Je me fâchais contre tout le monde là-bas. Ouais, je me fâchais contre tout le monde. C'est vrai que quand je repense à tout ce qu'on a traversé, là, on a des galères. Oui, sincèrement, on a eu beaucoup de galères. Ouais, c'est vrai que vous avez beaucoup de bons, mais aussi ça s'est compensé, bah, c'est comme tout, hein. Mais effectivement, vous avez quand même pas mal de difficultés. Merci pour ces partages, je suis sûre que ça va beaucoup nous apporter. Et du coup, là, on va passer sur la partie plus business, donc vos entreprises. Donc, dites-nous tout. On commence par toi, Ellie. Que fais-tu aujourd'hui professionnellement? Alors aujourd'hui, je suis manager général d'un club de foot qui s'appelle la Bright Academy. Super, mais avant ça? Ouais, alors avant ça, en fait, Tu t'es essayé. comme j'avais dit, j'étais footballeur, j'ai pris ma retraite et j'avais vraiment un ras-le-bol du foot, et aussi bien dans la pratique que même dans la passion. Et du coup, je me suis intéressé à plein de sujets et notamment les fermes. Donc, tu vois, je regardais tout ce qui est vidéo sur Internet quand j'étais en France. J'ai fait une formation aussi en ligne sur l'élevage. Et donc, je me suis dit, ici en Côte d'Ivoire, je vais lancer ma ferme. Donc, du coup, j'ai eu une première expérience dans l'élevage de poulets. J'ai fait 1000 poulets de chez ma tante qui m'a laissé son poulailler, qui m'a donné carte blanche. Malheureusement, j'ai fait donc une première vague qui s'est pas passée comme je voulais, puisque j'ai réalisé aucun bénéfice. Et du coup, à l'issue de ça, j'ai réalisé que mes plus grosses charges, en fait, c'était l'aliment. Je me suis dit que j'allais relancer une production avec 500 poulets et que j'allais produire moi-même mon aliment. Et donc c'est ce que j'ai fait et ça a fonctionné. Du coup, j'ai pu avoir plus de marge, mais j'étais bien loin de ce qu'il me fallait pour pouvoir assurer le quotidien de ma famille. Et surtout, c'était épuisant en fait parce que je découvrais en même temps. Et je devais manager dans un premier temps un salarié qui est tombé malade. Donc du coup, comme c'était dans la maison de ma tante, c'est mes cousins qui ont repris l'affaire. Donc vous imaginez qu'au terme de relation, c'est pas l'idéal parce que eux ils avaient déjà leur activité. Moi je devenais entre guillemets leur patron. Ils avaient pas du tout envie de ça quoi, tout simplement. Ils le faisaient pour me dépanner mais sans perspective dans ce domaine. Et en fait ça pouvait pas continuer. En plus de ça, bon moi j'ai voulu continuer avec du coup un salarié que j'ai trouvé de mon côté, mais il devait venir dans la maison de ma tante, ça a créé des tensions, etc. Donc un jour j'ai décidé de tout arrêter. Ensuite j'ai eu des clients pour mes poulets donc qui étaient des restaurateurs. Donc je me suis dit que ça pouvait être un bon business d'acheter des poulets et puis de les revendre au restaurant. Malheureusement ça aussi ça n'a pas marché. Et enfin, j'ai tenté un truc. Bon, c'est l'élevage d'asticots. Pour l'aliment, j'avais intégré des larves de mouches soldats. C'est un asticot qui est hyper riche en protéines et c'est idéal pour la croissance des poulets. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire un élevage de mouches. J'ai trouvé un site que j'ai converti en mini-usine pour les larves. J'ai fait venir un spécialiste du Bénin
qui a formé mon employé là-bas, et puis on a commencé à faire la production. J'ai aussi un ami qui est venu de France, qui m'a suivi dans ce projet un peu fou, avec qui je me suis associé pour continuer l'activité d'élevage de mouches. Sauf que en fait, j'ai vite réalisé que un ami du lycée, c'est pas forcément un bon associé quand on se revoit 15 ans plus tard et que on a une vie de famille, qu'on a changé, on n'est plus forcément aligné sur tout. Et ça aussi, ça a mal tourné. Donc au final, tout ce que j'ai tenté, purement et simplement, ça s'est traduit par un échec. Donc moi, en ce qui concerne du coup l'entrepreneuriat, je me suis retrouvé seul face à moi-même avec mes comptes mes économies d'une vie qui fondait comme neige au soleil, et puis avec un bilan qui est totalement nul, quoi. Donc là, en fait, en fait, en fait, ce que j'ai fait, c'est que ma femme, en fait, un jour, elle était super enthousiaste. Bon, elle racontera son parcours, hein. Elle était enthousiaste parce que ça réussissait, et puis ensuite, elle me dit, oh, j'en peux plus, là, j'ai trop de choses à gérer en même temps, c'est difficile, etc. Donc moi, j'essayais de l'écouter et tout, et en fait, je lui ai dit, bah écoute, moi, aujourd'hui, j'ai rien à faire. Tout ce que j'ai fait, ça a échoué, j'ai tout arrêté, aujourd'hui, j'ai rien à faire. Et je lui dis, je pense que c'est pire, en fait, de n'avoir rien à faire que toi d'avoir trop de dossiers à gérer, quoi. Et du coup, en fait, je me suis effondré. Anaïs, elle est partie au travail, j'ai posé les enfants à l'école, et je me suis effondré, en fait, j'ai pleuré, et je me disais, en fait, qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Et du coup, j'ai prié. On en revient toujours à ça, hein. J'ai prié, et j'ai dit, Seigneur, voilà, moi, j'ai écouté, j'ai fait garde à vous, tu m'as dit de venir ici. Je suis arrivé ici, mais c'est pas pour être un loser, quoi. C'est pas pour mener une vie d'échec, être ruiné, rentrer la tête basse devant mes parents. En fait, le jour même, tout le monde venait me parler, le foot, pourquoi t'en es où dans tes fermes? Je disais, je suis à nulle part. Mais pourquoi tu fais pas, tu penses pas au foot? Mais pourquoi le foot, foot? J'entendais que foot, foot, foot. Donc j'ai dit, Anaïs aussi, ouais, le foot. Et tout. Je dis bon, ok. Donc en fait moi, ce qui s'est passé quand je suis arrivé ici, j'ai rencontré un ami, enfin quelqu'un qui est devenu un ami et qui m'avait conseillé du coup un club pour les enfants parce qu'on voulait leur faire des activités. Et donc j'avais un contact d'un président de club. Mais ça remonte à peut-être 6 mois, quoi. Et là, du coup, je lui envoie un message et je lui dis, écoutez, moi, je suis un ancien joueur. J'ai mes diplômes pour être directeur sportif, puisque en parallèle de ma carrière, j'ai passé une formation universitaire et j'ai mes diplômes aussi pour être entraîneur. Donc, si ça vous intéresse, je suis disponible. Et en fait, le jour même, il m'a répondu qu'il était intéressé et il m'a dit, je te dis une bêtise, on était peut-être vendredi. Il m'a dit, on se rencontre lundi. Je lui ai dit, pas de problème. Et en fait, le lundi, je suis allé au rendez-vous. J'avais préparé mon rendez-vous avec un plan de développement pour le club, etc. Je lui ai présenté ma vision de ce que je pouvais apporter pour son club. Et en fait, ça a duré peut-être 15 minutes. Et il m'a dit, écoute, ça y est, je te prends. On commence. Il m'a pris en tant que directeur sportif de l'académie. Au final, je suis devenu manager général. C'est-à-dire que mon rôle, il s'arrête pas aux sportifs. Je gère en fait toute la structure, aussi bien pour le sportif, la communication, la gestion comptable et le secrétariat et la logistique. Donc voilà, un peu mon parcours. Dieu est merveilleux, hein. Amen, amen. Vraiment, Ellie, non, ton parcours, même à toi, Naïs, on n'a pas encore entendu. Mais c'est ça, je pense qu'effectivement, qu'il faut retenir, c'est que quand ça va pas, il te guide et que tu fais les choses avec sincérité, effectivement, que tu le suis, il faut t'en remettre à lui parce qu'effectivement, il a un plan pour toi. Moi, c'est vraiment ça que je retiens de votre histoire. Il faut savoir s'en remettre à lui. C'est ça. Son plan, il est bien meilleur que ce que nous, on peut imaginer. On essaie toujours de faire en sorte que ça se passe de la manière qu'on a prévu, mais ça se passe jamais comme ça. Donc il vaut mieux dès le départ s'en remettre à lui. Et là, préparez-vous. Préparez-vous pour le parcours d'Anaïs. Là, il faut bien s'accrocher. Non, mais déjà, toi, c'est quand même impressionnant. Donc, effectivement, tu as quand même eu 3-4 expériences
comme tu disais, entrepreneuriat dans des domaines que tu connaissais pas, qui ont été un peu compliqués, bon, du moins tu les as faites. Et effectivement, donc là, tu te retrouves à avoir un rôle stratégique dans un domaine que tu maîtrises. C'est assez dingue et auquel tu n'as pas pensé dès le départ en plus. Bah, c'est surtout que je voulais pas, en fait. Moi, j'étais saoulé du foot. Je voulais passer à autre chose. Mais malheureusement, malheureusement ou heureusement, parce que effectivement, j'ai vécu beaucoup d'échecs. Quand on regarde, je pense que les gens qui sont sur ta chaîne aussi s'intéressent certainement à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ça te permet de voir l'échec totalement différemment puisque c'est la route du succès, en fait, l'échec. Et en fait, moi, j'ai tellement appris déjà sur moi-même parce que j'étais quelqu'un, tu vois, d'assez gentil, bienveillant. C'est deux défauts en fait. Enfin bienveillant non, mais gentil en fait. À Abidjan, les gentils ils se font dévorer. Et du coup en fait moi c'est ce qui m'arrivait. Donc ça m'a permis en fait de me remettre en question dans ma manière de communiquer, dans ma manière de penser. Et aujourd'hui, dans mon rôle de manager, ben justement, je profite aussi de ces échecs-là, de ces expériences que j'ai pu avoir. Et en fait, ça m'a façonné. Je trouve que aussi Dieu il permet des épreuves pour aussi nous transformer de l'intérieur. Oui, du moins nous faire évoluer, enfin, nous aider à nous adapter à certains contextes en tout cas. Parce que c'est pas du tout un défaut d'être gentil, hein, mais tu veux dire plus adapté d'un point de vue culturel au contexte pour pouvoir En avancer fait, aussi. gentil, c'est pas un défaut, mais je dirais que naïf, c'est un défaut. Et moi, en fait, ma gentillesse, elle virait plus vers la naïveté. Non, mais je comprends ton point. La fin est belle. C'est super et je suis ravie pour toi. Encore félicitations. Merci beaucoup. Bon, bah Anaïs, tu nous dis tout. D'où tu pars quand tu arrives à Abidjan. Donc, tu as encore ton entreprise, c'est ça, en France? Alors déjà, je dois dire que pour Illy, j'espère que c'est que le début de sa nouvelle aventure, mais je suis sûre que c'est que le début de sa nouvelle aventure, que ça va aller bien plus loin. Et moi, alors, quand on est parti, j'ai fermé mon entreprise parce que, bah, quitte à quitter la France, autant ne pas devoir donner la moitié de ce que je gagne aux impôts. Donc, parce que ça, c'est un point hyper négatif quand même. Tu travailles beaucoup, ça te fatigue et pourtant tu dois quand même donner une très grosse partie. Donc, et ici, c'est quand même mieux. Et tu dois quand même donner, mais c'est mieux. C'est ton entreprise de conseil en images. Voilà, mon entreprise de conseil en images et je l'ai fermée en mai. Et en fait, quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, j'étais encore dans le bon bah qu'est-ce que je fais? Est-ce que ici parce qu'ici il y a pas de enfin il y a des conseillères en images mais elles vont pas ça va pas être des conseillères en images qui vont être diplômées, qui vont avoir fait une école, c'est des personnes qui s'autoproclament et donc c'est pas du tout le vrai conseil en images et pas le conseil en images comme on peut vraiment l'entendre avec des vraies corrections etc etc. J'étais en mode, mais est-ce que ça va plaire? Est-ce que ici est-ce qu'il y a l'enveloppe? Parce que vraiment, je ne m'étais pas du tout penchée sur en fait, même en sachant que j'allais arriver, je m'étais même pas penchée sur la faute. J'avais même pas regardé d'image, rien. J'étais vraiment en mode, bon, je te suis Seigneur, mais j'ai pas envie, quoi. Donc, j'avais rien analysé, le marché, je l'avais pas analysé, voilà. J'étais quand même venue avec mon matériel. J'avais même hésité à venir avec mon matériel. Heureusement, je suis venue avec. Et en fait, quand je suis arrivée, on est invité chez nos voisins. Et chez nos voisins, il y a des Canadiens qui sont venus les voir. Ils me demandent ce que je fais dans la vie. Et moi, bah, je leur dis, bah, je suis conseillère en images. Et la dame canadienne, elle me dit, bah, écoute, moi, je te prends un accompagnement complet. J'ai toujours rêvé de me faire accompagner sur mon image, etc. Je voulais prendre rendez-vous avec Christina Cordula, mais elle est trop chère, elle est trop occupée, il y a une liste d'attente comme ça, etc. Elle dit, bon, bah, si là, tu peux me prendre rapidement, moi, je veux bien. Je dis, bah, écoute, j'ai aucune cliente là pour l'instant, j'ai encore des suivis avec mes clientes françaises, mais j'ai pas de nouvelles clientes, donc je peux te prendre. Et elle dit, je te prends un accompagnement complet. Donc, ça faisait 2 semaines qu'on était là, et j'ai dit, bon, bah, ok, j'ai compris, ça veut dire que ça redémarre. Donc, à ce moment-là, j'ai fait toutes les démarches pour pouvoir, ce que j'aime pas, j'aime pas travailler au black, etc. C'est pas mon truc. Donc du coup, j'aime bien faire tout dans les règles de l'art. Donc je fais tous les papiers, puis en parallèle, bah, j'ai cette cliente. Et en fait, très très vite, tout s'est accéléré. Donc un jour, on va à ITC avec Ellie et on voit Djeneba Keita, celle qui est Africa Pop. Et en fait, c'est devenu ma première copine à Abidjan. Donc on la voit, ah, mais on t'a vu, et puis quand t'as vu, bah tu vois, on savait pas encore qu'on allait venir ici, mais t'es hyper inspirante, et moi, enfin, donc les liens se sont faits, et c'est vraiment devenu ma copine, on est copine maintenant, on va chez l'une, on va chez l'autre, on est contente, et en fait, ça l'a intéressée aussi, et ben elle a pris rendez-vous aussi. Djeneba est un peu celle avec qui tout est parti pour moi.
dans le sens où elle m'a fait rencontrer une personne qui est aussi, du coup, je l'appelle ma muse, elle est incroyable, et aussi une amie. Et en fait, c'est Marion Williams qui a la joaillerie Morebelli à l'ITC. Et en fait, quand ils ont vécu à Madagascar, ils ont découvert du coup la marque Morebelli. C'est une haute joaillerie avec des gemmes de couleur qui viennent de Madagascar. Enfin, c'est vraiment incroyable et magnifique. Et en fait, elle avait remarqué que quand une personne, par exemple, va mettre une bague avec un saphir, ça n'aura pas du tout la même prestance, la même allure que sur une autre femme. En fait, elle s'est rendue compte que selon la couleur de la gemme, du coup, il y allait avoir une différence dans le rendu. Et elle a fait le lien avec la colorimétrie, du coup, que je propose dans mes services. Et à ce moment-là, en fait, on a fait des ateliers ensemble. Et en fait, elle a parlé de moi à énormément de monde et ça a intéressé énormément de monde. Et là, j'ai vu le marché. J'ai vu que tout le monde s'intéresse à la mode. J'ai compris que les Ivoiriennes en général et donc toutes les femmes qui vivent en Côte d'Ivoire dépensent 6 fois plus que les Françaises en beauté pour prendre soin de soi. Donc déjà, bon, voilà, ça met ça met les bases. Donc au jour d'aujourd'hui, Dieu merci, j'ai accompagné presque plus de 130 femmes. Waouh. Ouais, c'est dingue. Septembre, Elie Kwame m'invite à l'ouverture de la Fashion Week. Enfin, vraiment, tout s'est accéléré tellement vite et c'est peut être que du divin parce que jamais c'est possible. En fait, ça, c'est pas possible. Donc ça peut être que Jésus. Donc tout s'est accéléré. Fashion Week, ensuite cliente sur cliente. Ensuite, moi j'ai beaucoup de culot. Je veux dire que je trouve que j'ai jamais rien à perdre en fait. Donc je suis allée à Elle Côte d'Ivoire. Je leur ai dit, écoutez, vous avez besoin de chroniques de conseils en images et vous avez besoin d'une rédaction sur le conseil en images. Et Frédéric, elle m'a dit, moi, je suis une ancienne conseillère en images et écoute, ouais. Elle a dit, tu commences quand tu veux et on veut des chroniques et on veut de la rédaction. Donc, du coup, j'ai un contrat avec Elle Magazine depuis octobre. Et très vite après aussi, je me suis dit, écoute, je dois écrire mon livre parce que avec le livre, ça me permettrait de pouvoir aussi faire parler du conseil en images au sens large. Et moi, quand j'étais étudiante en mode, je trouvais qu'il manquait de livres sur le conseil en images qui arrivent à regrouper et déjà à faire comprendre l'importance de connaître sa morphologie et ses contours pour choisir les bons tissus et les bonnes matières. Pour la morphologie visage, pour choisir la bonne paire de lunettes et la bonne coupe de cheveux. Et la colorimétrie pour avoir sa palette de couleurs qui correspond réellement à ses photos, etc. Et ça, c'est important. Donc du coup, j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le pouvoir de l'image, le guide ultime, qu'on peut trouver sur Amazon ou alors qu'on peut acheter directement avec moi sur Abidjan. Et ensuite, encore du culot, je suis allée voir le comici, donc le comité de Miss Côte d'Ivoire. Et là, je me suis assise et j'ai dit, vous avez besoin de moi. Et monsieur Yapobi, il me regardait, on me comment ça on a besoin de toi, vous avez besoin de moi pour plusieurs raisons. Et donc là, j'ai étalé toutes mes raisons. Et moi, j'ai connu les Miss de l'intérieur, donc du coup, je sais qu'ici, ils prennent tout sur, par rapport au comici, ils prennent tout sur les Miss France en France. Et du coup, c'est la bonne équipe. Donc à partir du 26 juin de cette année, je chaperonnerai le trio de Miss gagnants. Donc la Miss c'est Dauphine à durée indéterminée, donc les autres aussi futurs. Mais je commence là et c'est vrai que j'ai vu vraiment que l'entreprise grandit de plus en plus. Je fais des panels, je fais des conférences, je fais des masterclass et c'est hyper épanouissant parce que je fais ce que j'aime et ce que j'ai toujours aimé. Et je peux pas rendre autant de gloire à Dieu que je suis trop reconnaissante en fait de ce cadeau qu'il me fait et ça me plaît énormément. Je rencontre toutes sortes de femmes. Alors j'appuie sur le fait que je travaille avec les femmes en présentiel et avec les hommes en distanciel parce que on a remarqué qu'ici les hommes n'ont pas forcément de limites et d'un point de vue sécurité, du coup j'ai fait ce choix-là. Donc je préfère travailler avec les femmes en présentiel et en distanciel, j'ai des offres pour les hommes. Alors, en distanciel, c'est tout à fait optimal, hein, mais au moins ça me permet moi d'être en sécurité et de pas risquer quoi que ce soit. Donc très épanouissant. Là, il y a encore plein d'autres projets qui arrivent, notamment un centre de formation. Donc pour pouvoir certifier les futurs conseillers et conseillères en images à Abidjan et notamment aussi en ligne. Donc les Françaises pourront aussi le faire. Et encore d'autres projets, mais ne jamais trop parler de ces projets. Mais en tout cas, l'entreprise se porte bien. Voilà, comme j'ai dit, j'ai accompagné pour l'instant plus de 130 femmes. Je crois que je suis à 134.
et euh, et c'est un vrai bonheur de voir les femmes gagner en confiance en elles, savoir maîtriser leur image. Enfin, c'est vraiment top. Donc, on est dans un monde d'image, hein, très très important. 93% de la communication, c'est l'image. Et on se fait une idée sur quelqu'un en moins de 7 secondes. Donc c'est pas du tout un métier superficiel, au contraire. Et aussi, ça permet aux personnes d'apprendre qui elles sont. Par exemple, dans l'analyse stylistique, le style est totalement lié à la personnalité. Parfois, les femmes, elles sont là, elles essaient plein de choses. Ah, je sais pas. Et en fait, en discutant de toute façon, même, il y a plein de choses qui montrent leur style. Et ben, quand je leur explique quel style elles sont et quand même elles arrivent à le trouver d'elles-mêmes avec le test qu'on fait, elles sont trop contentes. Elles disent, ah non, mais de me découvrir à mon âge. Enfin, vraiment, c'est des très bons retours que j'ai. Et je suis super contente. L'équipe, elle s'agrandit. Donc, j'ai Jemima, qui d'ailleurs est une ancienne dauphine, il me semble, Miss Côte d'Ivoire, qui est du coup ma CM et qui fait un top travail. Je suis très contente de ce qu'elle fait. Je suis très contente de ce que Dieu fait dans nos vies et notamment du point de vue de ma carrière. À nouveau, une histoire incroyable. Bah, félicitations et félicitations aussi, comme tu dis, pour l'audace que tu as pu avoir pour décrocher les différentes opportunités. Parce qu'effectivement, c'était pas venu tomber dessus comme ça. Et surtout, bah, quand je pense un peu à ta réaction quand tu as reçu le songe de la part d'Élie et ce que tu vis aujourd'hui, c'est quand même, comme tu dis, c'est divin. Non, mais c'est vraiment. ça, c'est divin. Et Dieu, il sait mieux que nous. Aussi sachant que, en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que ce que j'ai dessiné, en ce qui concerne Anaïs, en fait, c'est une poupée russe. Et elle me dit, mais pourquoi, quand je lui ai montré, mais pourquoi tu dessines ça et tout? Je dis, bah, je sais pas pourquoi. Je lui ai dit, je sais pas pourquoi j'ai dessiné ça, mais je sais que c'est toi. Et en fait, une poupée russe, pour ceux qui connaissent pas, ça commence avec une seule toute petite poupée. Et après, c'est une plus grosse poupée, une plus grosse qui s'imbrique. Et ça a fait un gros truc, en fait. Ah, au nom de Jésus. Et en fait, si on analyse, c'est exactement ce qu'elle dit. Elle est arrivée toute seule avec ses petits moyens, et puis aujourd'hui, voilà ce que c'est. Donc, voilà. On n'est jamais totalement satisfait, hein, donc. Oui, mais effectivement, on sent déjà une évolution certaine et peu commune, ça c'est sûr. Là, on arrive un peu à la fin. On va essayer de prendre un peu de recul sur votre parcours. Donc là, aujourd'hui, les revenus que vous avez, avant de partir, vous viviez essentiellement sur le revenu d'Élie en tant que footballeur. Aujourd'hui, est-ce que les activités que vous avez, donc toi aujourd'hui, Élie, en tant que dirigeant dans ton club, et toi, Anaïs, avec ta société, est-ce que ces revenus vous suffisent pour vivre, faire vivre votre famille, ou vous avez besoin d'activités complémentaires? Alors, du coup, tout le long où Élie faisait sa ferme, là, pour le coup, on vivait avec mon entreprise et on devait prendre ce qui manquait dans les épargnes. Et maintenant, Dieu merci, il a trouvé ce taf qui va très bien. Et là, on n'aura pas besoin de continuer de prendre dans les épargnes. À nous deux, on pourra continuer à vivre très bien. Donc, très belle nouvelle. Et à aucun moment, on a besoin de prendre... à partir du coup de maintenant un autre travail. Il y a eu un moment donné où j'ai été prise pour être gérante d'un complexe de beauté, donc j'avais 17 personnes à gérer et en fait du coup j'étais la directrice et il y avait une patronne au-dessus de moi et moi j'étais la directrice et je gérais. Enfin j'ai fait ça un mois et au bout du mois j'ai fait le bilan et j'ai dit à Élie écoute je sens que Dieu il me dit pas de continuer. Ce que j'ai ressenti c'est que Dieu il me disait que en gros là j'avais pas fait le bon choix et que par contre le choix se faisait maintenant. C'était soit j'acceptais ce CDI et je laissais tomber mon entreprise, soit je continuais à garder mon entreprise et j'essayais de tout casser. Et en fait à ce moment-là Élie il avait pas de revenus et là c'était encore un risque. Donc du coup j'en ai parlé à Élie et Élie il me dit mais non mais essaie avec ton entreprise et moi je pensais pas du tout qu'il allait dire ça. Je pensais qu'il allait dire garde ta rat race. C'est une sécurité. Et en fait, non, il m'a dit non, tu peux y arriver avec ton entreprise, tu as tout déchiré. Enfin, il m'a vraiment saucé et il m'a donné toute l'énergie possible. Et en fait, j'ai dit ok. Donc j'essaie encore plus. Parce que j'avais déjà mon entreprise à côté, hein, j'ai fait vraiment ça que un mois, mais c'est la peur du manque, etc. Et en fait, là, il y avait un choix qui se faisait. C'était soit j'essaie et auquel cas je peux grandir
ou soit je reste dans cette entreprise à faire quelque chose alors c'est un complexe de beauté, c'est ok. Le salariat, c'est vraiment pas quelque chose qui me plaît, et ça depuis toujours, vraiment, au contraire. Donc, c'est-à-dire que je pense que je peux être employée dans doré, tu vois, je peux avoir un emploi tout doré avec, je serais pas heureuse. Voilà, j'ai besoin de travailler pour moi, de pouvoir gérer mon temps, le temps, c'est ce que j'ai de plus précieux, et là, c'était des horaires, c'était 7h, 19h, c'était horrible. Et en plus, c'était le mois où Isaac a eu son Europalu. Vraiment, j'ai passé un mois de merde. Et en fait, Ellie, il m'a soutenue, il m'a dit non, tu vas y arriver. Et j'étais très gênée, mais je suis allée dire bon, écoutez, Madame Connet, j'arrête. Et j'ai démissionné. Et ensuite, je me suis focus sur mon entreprise, et ça a pris. Ça a pris. Ouais, donc encore à nouveau inspiré, que vous continuez d'être inspiré, d'écouter en tout cas la parole du Très-Haut. Et lorsque vous voyez votre vie aujourd'hui et celle que vous aviez en France, que vous dites-vous? C'est une question hyper compliquée parce que ici, d'un point de vue business, entrepreneuriat, c'est incroyable parce qu'il y a tout à faire, c'est en développement, et pour mon cas personnel, je trouve ça incroyable ce que je suis en train de vivre. Et je sais pas si en France, moi, j'ai le souvenir, bien que j'y sois née et grandie, j'ai toujours eu le souvenir de devoir prouver parce que je suis métisse. Tu vois, prouver que je suis intelligente, prouver que je sais faire ça, prouver que je suis designeuse, prouver que. Et alors que ici, je ressens une aisance par rapport à l'entreprise. Par contre, si on parle d'un point de vue confort de vie, de maison, d'infrastructure, de pouvoir marcher autant qu'on veut, etc. Bon, là, à ce moment-là, je vais choisir la France. Ce qui fait que je trouve qu'il y a des points positifs dans les deux cas et que j'arrive pas à choisir, mais mon cœur restera toujours pensé dans le sens où c'est un pays qui m'a vu naître et grandir. Donc, j'ai vraiment cette grande attache avec la France. Mais je suis extrêmement reconnaissante d'avoir la Côte d'Ivoire en tant que pays d'origine et que tout le monde m'accepte ici pour me permettre de grandir et d'évoluer et de faire grandir mon entreprise avec eux. C'est une belle prise de recul. Oui, vas-y, dis-nous, Ellie. Lorsque tu vois la vie que tu as aujourd'hui, celle que tu avais en France, que te dis-tu? Je me dis que j'ai fait le bon choix parce que j'étais arrivé au bout de quelque chose en France et là on a tout à construire. Moi, c'est vraiment une révélation. Le poste que j'occupe actuellement, je suis totalement épanoui dans ce que je fais. J'ai retrouvé l'amour pour le football. Là, aujourd'hui, je suis en train de mettre en place des choses dans le club qui sont très passionnantes, intéressantes. Là, pour vous donner un ordre d'idée, je suis en train d'organiser un stage avec l'Atlético Madrid. J'ai recruté des entraîneurs, je mets en place des méthodes d'apprentissage qui ont déjà fait leurs preuves avec la formation des jeunes. Je suis en train aussi de développer un club entreprise. J'ai noué mon premier partenariat aussi avec un sponsor qui est, pour la petite histoire, bah, du coup, c'est Africafé. C'est encore Geneva. Anaïs m'a parlé. Donc, c'est hyper stimulant. Et puis même quand je parle, en fait, avec mes potes, tu vois, qui sont encore joueurs, avec qui je jouais il y a même pas un an, quoi. Bah, ils sont stupéfaits. Ils sont stupéfaits. Et puis, c'est là aussi où je réalise que on a parcouru du chemin avec Anaïs. Donc, non, au contraire, moi, je suis très content. On oublie même les moments difficiles. Là, c'est simplement en les racontant que je réalise que c'est vrai qu'on a traversé beaucoup d'épreuves. Après, quand il y a la récompense, on oublie tout. Donc, moi, vraiment, je suis très content. Et je prie que ça continue et que tout se passe bien. Moi aussi, en parallèle, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai écrit tout ce que j'ai affronté, tout ce qu'on a traversé, je l'ai écrit dans un livre qui s'appellera Itinéraire d'un binguiste, que j'ai pas fini parce que là, aujourd'hui, pour moi, j'ai pas encore réussi. Mais par contre, j'attends de vraiment réussir pour sortir ce livre et j'espère qu'on j'aurai l'occasion d'en parler peut-être avec toi dans quelques Ah mois. oui, que sont-ils devenus? Je compte faire une série. Que sont-ils devenus? Ont-ils fait le chemin retour ou sont-ils restés Mais par contre, on mettra déjà ton livre, Anaïs, et toi, Ellie, quand il sera bon, on mettra aussi le tien. Et puis nous aussi, en parallèle, on voulait te féliciter pour ce que tu fais et te remercier pour l'honneur que tu nous fais Ouais, vraiment, de merci. pouvoir parler de nous et puis de notre parcours. Voilà, merci à toi. Ah bah c'est gentil, ça me touche. Bah, en même temps, il est quand même remarquable, votre parcours. Là, on se rend quand même compte que pour vous, comme pour toi, comme Anaïs, comme pour Ellie, le réseau quand même a beaucoup joué dans le décollage de vos activités. On le dit jamais assez. Donc, il ne s'agit pas forcément de connaître plein de gens, mais de connaître en tout cas la bonne personne.
qui, elle, va vous faire connaître d'autres personnes et ainsi de suite. C'est ça. Mais en fait, moi, j'avais déjà perçu ça en étant en France. Donc, j'ai tout de suite voulu m'entourer de personnes qui, du coup, comme je disais tout à l'heure, qui ont vécu ce que je veux vivre pour, du coup, me faire gagner du temps. Déjà, en France, j'ai rejoint le réseau Ripat Africa. Dont nous sommes tous membres. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai échangé avec Cara déjà lors des conférences en ligne. J'ai pu voir les parcours, notamment celui de Massiré Koulibaly. Et du coup, ça m'a tout de suite inspiré. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je tente l'aventure. Et en fait, arrivé ici, ça s'est tout de suite enchaîné avec la rencontre de Cara, la rencontre de Massiré, qui sont devenus progressivement des amis. Et puis en fait, tu connais un tel, qui connaît un tel, qui connaît un tel. Et puis derrière, ça ouvre des portes. Forcément, ici, le réseau, c'est incontournable. Mais il faut pas non plus faire... Je trouve que globalement, ça se fait tout seul, en fait. Ce que j'ai remarqué aussi, il y a des gens qui font du réseau, mais je trouve que c'est trop cramé dans le sens où ça se voit qu'ils sont là pour ça. Et moi, j'aime pas trop ce genre de démarche. Voilà. Moi, je trouve que ça se fait tout seul quand tu crées vraiment du lien avec les gens. Oui, en fait, Abidjan est assez petit pour rencontrer assez facilement des personnes. C'est clair. Par exemple, moi, juste par hasard, j'ai rencontré Kikoné, pour ceux qui connaissent le foot. J'ai rencontré aussi Emmanuel Eboué. Dernièrement, ça aussi, c'est une histoire de dingue. J'ai fait un paddle avec avec Emers Faye, donc qui est le sélectionneur, c'est l'équivalent du Didier Deschamps en français, quoi. Mais jamais de la vie ça me serait arrivé en France, quoi. Mais comme tu l'as dit, ce qui est important, c'est faut pas parler à quelqu'un pour faire du réseau, faut parler à quelqu'un si t'intéresse. Ouais, j'ai parlé avec des personnes qui étaient célèbres, j'aurais pas donné leur parce que ça m'intéressait pas leur façon d'être ou ça correspondait pas avec qui je suis. Et je pense qu'on arrive à un âge où on a plus envie d'être entouré de gens qui nous ressemblent et qui veulent aller dans nos directions, mais qu'on aime vraiment. À aucun moment on doit, pour moi, utiliser quelqu'un juste parce qu'il a un réseau ou quoi. Et en plus, si on fait ça, je pense que ça fonctionnerait même pas parce que ça se ressent, l'hypocrisie. Donc pour moi, il faut être vrai. On rencontrera qui Dieu nous met sur la route et ensuite ça se fera tellement naturellement que voilà, en fait. Des fois on parle avec des gens, on sait pas qui ils sont, alors que c'est des personnes importantes et justement c'est des fois mieux de pas savoir qui ils sont parce qu'on est vrai, on est entier. C'est vrai. Et du coup, on arrive au mot de la fin. Donc ce podcast, je l'avais créé pour inspirer des personnes qui projettent un départ ou qui ont encore des doutes sur le fait de s'installer ou de rentrer sur le continent. Est-ce que vous avez un mot de la fin à leur partager ? Mon mot de la fin, c'est croyez en vous, croyez en vos rêves et surtout croyez en le seul et l'unique. Faites confiance en Dieu. Voilà, c'est ça. Cherchez Dieu et il vous guidera vers le chemin qui est le mieux pour vous. Ouais, je rejoins. Cherchez Dieu et tout se passera bien. Passez du temps en sa présence. Eh bien, quelle interview, vraiment, je suis... je me sens, même moi, bénie. Le fait que vous m'ayez partagé à nouveau votre histoire. Vraiment, merci pour votre don. Pour moi, c'est un don ce que vous nous avez fait. Et je suis sûre que ça va inspirer beaucoup de personnes qui nous écoutent et que ça va peut-être débloquer des chemins ou ramener d'autres personnes. C'est un peu comme moi, un peu de l'évangélisation que vous avez fait indirectement par vos parcours. Ça a débloqué des situations pour des personnes qui auront, j'espère pour eux, la chance de pouvoir écouter cet épisode. On ne peut vous souhaiter que le meilleur pour la suite. Et nous, de toute façon, on reste en contact et hâte de voir ce que ça va donner dans quelques mois et de refaire effectivement, comme je vous ai dit, que sont-ils devenus. Avec grand plaisir. Merci à toi, Elodie. Bonne soirée. Vraiment, merci. C'est tout pour aujourd'hui. Comme à chaque fin d'épisode, je te partage la petite to-do. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Laisse-nous un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée pour le soutien. Partage le podcast autour de toi. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.